Christophe Brusset, bonsoir. Bonsoir à vous. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct. Avant de vous présenter succinctement, précaution oratoire, pas de diffamation, pas de dénigrement, pas de nom, et on expliquera pourquoi après. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? Très bien, donc Christophe Brusset, je suis ingénieur agroalimentaire. J'ai aussi une formation en achat, un 3e cycle en achat, et puis un MBA que j'ai fait un peu par la suite. J'ai commencé ma carrière dans l'agroalimentaire, donc en tant qu'ingénieur projet dans l'alimentation animale. Et ensuite, j'ai été acheteur, puis responsable achat, directeur des achats dans différentes entreprises, des PME au début, et puis des multinationales par la suite. Donc j'ai une expérience assez longue, puisque j'ai commencé ma carrière en 1993. Et j'ai fait beaucoup d'imports, donc j'ai eu la chance de voyager beaucoup, puisque j'ai fait énormément de déplacements dans beaucoup de pays, mais beaucoup en Asie, avec beaucoup d'achats et de contacts en Chine depuis toutes ces années. J'ai eu aussi la chance de travailler à l'étranger, de vivre à l'étranger quelques années, donc 9 ans à Singapour, 2 ans maintenant en Autriche. Et je crois avoir une assez bonne connaissance de l'agroalimentaire, donc c'est mon expertise. Depuis 2015, j'écris des livres pour parler de l'agroalimentaire et de pointer du doigt certains problèmes que j'aimerais voir résolus. Notamment la malbouffe et tous les problèmes de santé, puisque malheureusement aujourd'hui, la malbouffe est la première cause de mortalité au monde. C'est l'OMS qui le dit, avec 1 décès sur 5 qui est dû à la malbouffe. Donc au diabète, maladie de Nash, différentes maladies cardiovasculaires, maladies chroniques, enfin voilà. Donc c'est un vrai désastre et malheureusement les pouvoirs publics et les industriels réagissent avec mollesse et malheureusement, on n'est pas encore au pic de l'épidémie. On vous avait reçu en 2019 Oui. pour parler déjà de tout ça, comment l'industrie agroalimentaire s'arrangeait ou, on va dire, maximisait. Je conseille d'ailleurs de regarder. Optimisait. Et là, vous avez commis un dernier livre qui s'appelle « La malbouffe contre-attaque ». Oui. Alors, avant de rentrer dans le détail de la contre-attaque, aujourd'hui, on va parler malbouffe, on va parler bio, on va parler sécurité alimentaire, et on va rentrer dans tout plein de détails. On va pomper votre expérience professionnelle, puiser dans vos connaissances. On parle de la malbouffe ? Je suis là pour ça. Allons-y. C'est quoi la malbouffe, en fait ? Alors la malbouffe, c'est un concept qui a évolué, c'est-à-dire que ça date des années, on va dire, pour vraiment remonter à l'origine des années 40 aux États-Unis, où on a parlé de junk food. Donc c'est vraiment, le terme est né là, en fait, pour parler de nourriture qui rendait malade. C'est-à-dire, les Américains ont constaté que si on consommait trop de produits gras et sucrés, essentiellement, voire salés par la suite, on était malade, on était obèse, on était malade. En France, c'est le couple de Ronay qui a écrit un livre qui s'appelle Malbouffe, justement, donc c'est une contraction de malnutrition et de grande bouffe, pour décrire cette nourriture qui rendait malade. Donc, c'est un livre qui a été écrit, si je ne me trompe pas, dans les années 1976, et qui n'a vraiment pas du tout perdu de sa pertinence. Et donc, au début, on parlait de nourriture déséquilibrée, et le concept a un petit peu évolué aujourd'hui, puisque on parle de malbouffe pour décrire toute la nourriture qui nous rend malade. Donc, on a aussi inclus la nourriture qui contient des polluants, des pesticides, des additifs, des choses toxiques. Et aujourd'hui, avec la conscience environnementale et la conscience éthique, on inclut aussi dans la malbouffe tout ce qui est produit de manière anormale et qui dégrade l'environnement. C'est la malbouffe qui rend malade, mais c'est un peu comme tout. Si je consomme de tout avec excès, non ? Je vais être malade. Oui, je me fais l'avocat du diable direct. Oui, mais c'est comme la vie. Au final, on en meurt. Mais disons qu'aujourd'hui, on est dans une situation où l'espérance de vie ne progresse plus. Par contre, les dernières années de vie sont de plus en plus en mauvaise santé. C'est-à-dire qu'on a un développement énorme de maladies chroniques, typiquement le diabète de type 2. À la charge de l'État, la fin de vie, c'est ça ? À la charge de la collectivité. L'État, c'est nous, comme dirait, pour parodier Louis XIV. Enfin, l'État, c'est nous, ou Mélenchon, c'est pas lui qui avait dit quelque chose comme ça ? La République. La République, voilà. Donc en fait, non, l'État, pour moi, l'État, c'est les citoyens, c'est-à-dire c'est à la charge de la collectivité. Ces maladies nous coûtent collectivement très cher et vont nous coûter de plus en plus cher. Mais le coût, c'est une chose, mais il faut voir aussi la détresse des gens, le mal-être, la dépression.
toute cette difficulté à vivre quand on est obèse, à se déplacer, à faire du sport, la dégradation de l'image de soi. Enfin, donc voilà, c'est vrai que c'est un drame pour la collectivité, mais c'est surtout un drame pour les personnes. Ça prend quelle forme? Est-ce que les gens sont addicts à la malbouffe parce que ça leur fait sécréter des endorphines, pas d'endorphines, ça leur fait sécréter des choses qui leur permettent de se sentir mieux un temps? Est-ce que c'est parce que la malbouffe est chargée de choses très addictives dedans? Je fais mon candide. Est-ce que vous avez analysé ou fait faire analyser ou est-ce que vous êtes au courant de ce que vous jugez comme malbouffe? Tout dépend si on se replace, si je me rappelle, quand moi j'étais dans les entreprises qui réellement faisaient de la malbouffe, on connaissait toutes ces études. Enfin, quand j'en discutais... Les études faites par qui? Payées comment? Toutes les études scientifiques. Enfin, en fait, si vous voulez, je discutais beaucoup, moi, en tant qu'ingénieur, mais aux achats, avec d'autres ingénieurs dans la R&D. C'était mon pendant technique, si vous voulez, dans l'entreprise, puisque toutes les formules étaient définies par la R&D, et la R&D, à la tête de la R&D, c'était un ingénieur ou un PhD, donc, ou un docteur en alimentaire. Et ces gens-là, comme tout scientifique qui se respecte, se tiennent informés de tout ce qui sort, toutes les études qui sortent sur les ingrédients, la technologie, les emballages, enfin tout ce qui peut concerner de près ou de loin leur travail. Donc on sait pertinemment depuis de nombreuses années que les sucres sont addictifs, surtout le fructose. Donc ça pour nous, je le sais depuis peut-être 20 ans. Donc on sait très bien que ces produits-là sont très addictifs, que le sucre est addictif, que les matières grasses sont addictives, que le sel est addictif. Et d'autant plus, par chance pour nous, ces produits-là sont extrêmement peu chers. Donc fabriquer de la malbouffe, c'est rentable, c'est apprécié par les consommateurs, c'est peu cher à fabriquer, on trouve ces ingrédients en grosse quantité, donc pour faire des grosses séries, c'est extrêmement facile. Ensuite, l'industrie de la malbouffe, c'est souvent partir de ce qu'on appelle des ingrédients monofonctionnels, c'est-à-dire un ingrédient qui a vraiment une fonction. On fait un assemblage et tout ça est standardisé, automatisé, on fait des grosses usines, ça crache du produit pour pas cher. Et on livre des supermarchés par semi-remorque, par bateau. Et, enfin voilà, l'industrie dans toute sa splendeur. Pour ce livre, est-ce que vous avez consulté des scientifiques? Est-ce que vous êtes fait relire? Ce livre, c'est 2 ans d'enquête. J'ai vraiment passé 2 ans. Alors, j'ai rencontré énormément de personnes. J'ai rencontré des fournisseurs, parce que le fait d'être encore en activité, et c'est pour ça que je m'accroche aujourd'hui, malgré la surcharge de travail, pour écrire, pour mettre toutes mes activités, je tiens à rester en activité, ça me donne l'opportunité d'entrer dans les usines, de voir les techniciens, de vérifier mes certitudes, même des fois de changer d'opinion sur pas mal de sujets. Donc oui, j'ai rencontré des fournisseurs, des scientifiques, d'autres lanceurs d'alerte. J'ai discuté beaucoup avec Yasmine Motarjemi, donc l'ancienne directrice sécurité monde de Nestlé. Donc j'ai rencontré énormément de monde. Alors attention avec les noms, hein. Oui, mais là il n'y a pas de diffamation. C'est devenu une amie, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, extrêmement courageuse. Donc je n'ai que du bien à dire de cette dame. Durant cette enquête, vous avez visité des usines, vous avez vu quoi? Quelle perception ont les gens? Et d'ailleurs, on vous posera des questions sur l'augmentation du coût énergétique en Asie, en Europe. Volontiers. Allez-y, je vous lance. Alors, il faut différencier 2 choses. J'ai fait beaucoup de visites d'usines et de visites dans le cadre de mon travail et pour ce livre. Donc, voilà. En 2 ans, je n'ai pas travaillé que sur ce livre-là. Mais ce que j'ai vu pour ce livre-là, dans la problématique pour moi, était d'essayer d'expliquer, en fait, pour revenir à l'origine de ce livre. Quand j'ai fait mon premier livre en 2015, ce que je voulais faire, c'était dire, voilà, il y a des mauvaises pratiques dans l'agroalimentaire, je le sais, ceux qui travaillent dans l'agroalimentaire le savent, les représentants le savent, genre des lasagnes faisons quelque chose. Genre les lasagnes au cheval? Oui, tout à fait, mais il n'y a aucune surprise, c'était pas nouveau, ça. On le savait que ça se pratiquait. Mais ça se pratiquait pour les lasagnes, tout ce que j'ai décrit dans mon premier livre. Les lasagnes, le miel, la tomate, les champignons, les épices, enfin... je savais, et tout le monde savait dans le milieu qu'il y avait énormément de fraude. Il suffit de lire les rapports de la DGCCRF, il suffit de lire les rapports de l'Union européenne. Donc on sait qu'il y a beaucoup de fraude depuis très longtemps. Pourquoi il y a ces fraudes? Parce que c'est mal contrôlé, parce qu'il n'y a jamais de sanctions. Parce qu'il n'y a pas de sanctions, parce que ça rapporte gros. Parce que, voilà, si vous savez que sur autoroute, vous pouvez rouler à 150 et que quand vous êtes attrapé, on vous laisse faire, qu'il n'y a jamais d'amende, jamais de retrait de permis, voilà, vous n'êtes pas incité réellement à respecter les règles. Il n'y a pas une conscience?
Certainement, si, mais d'un autre côté, il faut voir que beaucoup de fraudes ne sont pas dangereuses. Et tous ne fraudent pas. Tous ne fraudent pas. Non, c'est vrai. Tous ne fraudent pas, et même ceux qui fraudent ne fraudent pas tout le temps, surtout. Donc il y a ça aussi. Moi, j'ai connu des entreprises où ça fraudait à certains moments, et puis à d'autres non, parce qu'on s'était fait repérer. Donc voilà, la conscience, bon, moi j'y crois peu. Il faut savoir aussi que dehors, c'est la compétition, c'est la jungle. C'est-à-dire que voilà, il y a peu de clients. Il y a 5 supermarchés en France et il y a des milliers d'entreprises de l'agroalimentaire. On se bagarre entre nous, on se bagarre contre les importations, on se bagarre contre les étrangers. Donc il y a une compétition sévère, il y a des marges qui sont faibles. L'industrie française, elle est écrasée de charges si on compare par rapport aux industries, ne serait-ce qu'allemandes. Donc en fait... Ça va peut-être changer là. Pour l'instant, c'est encore le cas. Pour l'instant, c'est encore le cas. Donc, on verra demain ce que ça va être. Mais donc voilà. Donc la question au départ, voilà, ce livre. Donc, ce que je voulais faire au départ, c'est faire changer les choses. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai eu énormément d'animosité, une fin de non-recevoir, des communiqués incendiaires, des insultes, des menaces de procès. Enfin bon, bref, j'étais extrêmement surpris de la réaction négative de l'industrie et des représentants. Et ça m'a mis beaucoup de temps réellement à le comprendre. J'étais extrêmement naïf, mais finalement j'ai compris que, et aussi par rapport à des articles qui sont parus assez récemment, notamment dans la presse anglaise, où des industriels de la malbouffe reconnaissaient qu'une grosse partie de leur portfolio, de leur gamme, était de la malbouffe, et qu'ils ne pouvaient rien faire pour l'améliorer. C'est-à-dire, ils sont allés tellement loin dans la malbouffe, tellement loin dans l'ajout de sucre, d'additifs, de colorants, de matières grasses, etc., que revenir en arrière était quasi pas possible pour faire un produit qui soit qualifié comme sain, par exemple par le Nutri-Score ou par d'autres critères de santé. Le Nutri-Score, c'est quoi ? C'est une notation des qualités nutritionnelles d'un produit. C'est genre A, B, C, D, c'est ça, E ? C'est ça, il y a des lettres et il y a aussi une couleur. Donc il y a des couleurs, c'est-à-dire vert pour les produits de bonne qualité ou de bonne qualité nutritionnelle, il faut préciser parce que la qualité c'est flou, et donc jusqu'à rouge pour les produits de mauvaise qualité. Et je crois qu'il y a 5 lettres, donc ça va de... C'est pas mauvaise qualité, c'est mauvais pour votre santé, ou mauvais si on en mange trop. Voilà, c'est ça, mauvais si on en abuse. C'est-à-dire qu'une huile, par exemple, 1 litre d'huile ou 1 kilo de sucre sera forcément de mauvaise qualité, entre guillemets, nutritionnelle. Mais c'est un ingrédient, on n'est pas censé en consommer toute la journée. Donc, et en grande quantité. Exactement, et en grande quantité. Donc il faut faire la part des choses. Il y a eu une cabale menée par un industriel de l'agroalimentaire contre le Nutri-Score en disant, voilà, pour les produits traditionnels comme le Roquefort, par exemple, il faudrait une dispense. Ce qui est normal. Pourquoi ? Le Roquefort... Bah oui, mais si le Roquefort par définition est un produit magique, est un produit excellent. Moi, je suis absolument un inconditionnel, mais le mycélium qui est à l'intérieur, c'est bon pour la santé. Oui, tout à fait. C'est bon. C'est un produit très bon. C'est un produit goûteux. C'est un produit traditionnel. Ça fait vivre des entreprises françaises. C'est un produit français reconnu. Donc, le excellent. Larzac. Voilà, les Larzac, l'Écosse, le Bleu d'Écosse. Enfin, tous ces produits-là sont d'excellents produits. Mais si on ouvre la porte pour ce produit-là, ça veut dire l'ouvrir aussi pour, je ne sais pas, les sardines en conserve, pour un produit. C'est-à-dire que les gens ne sont pas idiots, les consommateurs. Ils savent très bien que les fromages, c'est salé, c'est gras, que les sardines en conserve, il y a de l'huile dedans. Donc ça ne peut pas avoir un Nutri-Score extrêmement positif. Mais on mange peu de Roquefort, on mange peu de sardines à l'huile, et les gens font la part des choses. Et pour le reste, ils ne le font pas ? Le reste. C'est quoi tout... Non, mais c'est-à-dire que pour un plat préparé, l'intérêt, c'est quand vous voulez comparer des produits d'une même gamme. Vous voulez comparer 2 pizzas, 2 plats préparés, eh bien, vous allez vous dire, entre 2 pizzas, celle-ci, par exemple, a de la charcuterie, du pepperoni, ou je ne sais pas, et elle est classée rouge. Celle-ci est aux crudités, elle est classée orange. Je vais plutôt prendre la orange à la rouge. C'est une incitation, c'est une information. En fait, c'est simplement une traduction claire du tableau nutritionnel qui est obligatoire sur les emballages. Donc, les industriels, normalement, ne devraient pas avoir à s'en inquiéter. On vous a consulté pour essayer d'améliorer le Nutri-Score ou de le faire évoluer ? Non, parce que ça a été développé par l'équipe de Serge Werberg. Bon, j'écorche toujours le nom, mais c'est quelqu'un d'extrêmement compétent, de brillant. C'est un médecin nutritionniste qui connaît son affaire, donc non, je lui fais confiance. Qu'est-ce que vous avez commis d'autre dans ce livre ? Donc là, on était à 2015. Oui. Vous en avez fait combien d'autres avant ?
C'est le quatrième, celui-ci. C'est le quatrième. Donc c'est le quatrième. Les deux précédents. Bon, en fait, si vous voulez, le deuxième était une continuation du premier avec des conseils. Parce qu'en fait, quand j'avais fait le premier, je ne pensais pas en faire d'autres. Je pensais que ma carrière entre guillemets, d'auteur, très modestement, s'arrêterait là. Et puis, on m'a dit, ah, mais c'est pas mal, mais qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller? Puis ça revenait régulièrement. Donc, mon éditeur m'a dit, c'est peut-être pas mal de faire un livre de conseils. Par rapport, toi, tu connais l'industrie, tu connais les produits. En général, on entend toujours des gens parler, mais qui n'ont jamais mis les pieds dans une usine. Toi, tu sais comment c'est fait. Est-ce que tu pourrais expliquer comment on doit choisir, de quoi on doit se méfier? Donc, ça a été le deuxième. Ensuite, j'ai fait un bouquin sur le bio, parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Moi, je suis un fervent défenseur du bio, etc. Et donc voilà, c'est un sujet qui m'intéressait beaucoup. Et je me suis rendu compte que ceux qui en parlaient, y compris des écologistes, puisque c'est lié à ça, ne savaient pas ce que c'était. Donc ça m'a intéressé, je me suis plongé dedans et j'ai fait un livre là-dessus qui m'a vraiment passionné, qui m'a pris 2 ans également. Et celui-ci, c'était vraiment, j'avais toujours en tête, mais pourquoi je me prends autant de menaces? Pourquoi je me reçois des courriers d'avocats dès que j'ouvre la bouche? J'ai reçu encore un courrier en août dernier, parce que j'avais osé critiquer un mélange d'épices qui était fraudé, en plus. Et finalement, je me suis... voilà. La preuve qu'il était fraudé? Oui, parce que je l'ai goûté. Ah, mais ça, c'est pas une preuve. Non, mais laisse-moi finir mon histoire. Donc, je participais à un documentaire sur des mélanges d'épices. Donc, on m'a dit, voilà, est-ce que tu pourrais regarder les mélanges et puis nous dire ce que tu en penses? Je dis, ok, mais attention, pas de nom, pas de marque, on floute, etc. Donc, on prend toutes les précautions, pas de dénigrement, voilà. Donc, ça, c'était les règles que je m'applique systématiquement. On m'a dit oui, pas de problème, on fera bien attention. Le but, on ne veut pas démolir personne, c'est juste de parler du produit. Donc on me fait goûter quelques produits, et puis parmi eux, j'en goûte un qui était caractéristique ou très similaire à des produits fraudés que j'ai connus. J'ai quand même été acheteur d'épices. Vous avez eu le Covid ou pas? Oui. Est-ce que ça a changé votre goût? C'était avant ou après le Covid? Je ne pense pas que ça allait changer. C'était récent. Alors, mais j'essaie de me rappeler quand j'ai eu le Covid. J'ai eu le Covid il n'y a pas très longtemps. Après mes 3 injections, je pensais être en sécurité, mais je me suis chopé le Covid et je suis resté au lit pendant 3 jours. Vous auriez pu terminer en arrêt, ça aurait pu être pire. Ouais, je sais pas. Enfin, bon, bref. Vous avez entendu parler de cette histoire des usines de pizza bien cracra qui a rendu malade, y compris moi d'ailleurs. J'ai passé ça faisait peut-être 10 ans que j'avais pas mangé de pizza surgelée. Ah là là, une touriste. Ah bon. Ah là là. C'est pas une pizza gastro, c'est des gastro-entériques. Ah bah là, c'était une pizza au caca, là. Pardon, désolé. Vous avez entendu ça? Est-ce que vous avez visité des usines? Oui, dans les groupes où j'ai travaillé, il y avait des usines de pizza, oui. On a fabriqué de la pizza. Des usines où c'était sale partout? Non. Vous avez vu les images de cette usine? J'ai vu les photos. Comment on peut avoir ça en France sans qu'il y ait un contrôle vétérinaire? Personnellement, les contrôles, il y a quasiment pas de contrôle. Il y a de moins en moins de contrôle. Pourquoi il y a moins en moins de contrôle? Parce qu'il n'y a plus de moyens. On coupe les vivres aux organismes aux autorités qui sont censées contrôler et assurer la sécurité alimentaire. On pourrait parler de la DGCCRF, donc les fraudes. On pourrait parler aussi de la DGAL, enfin la Direction Générale de l'Alimentation. Ces gens-là voient leur budget réduit d'année en année, leurs effectifs fondre. Je crois que les fraudes ont perdu un quart de leur effectif en 10 ans. Enfin, on les rend inopérants. Dernièrement, les contrôleurs de la DGCCRF sont passés sous l'autorité du ministère. Donc, ils sont passés du ministère de l'économie, je crois, au ministère de la culture. Donc, il n'y a vraiment aucun intérêt à ce que les contrôles soient... Sûr de ça? Ah oui, tout à fait, oui. Ah oui. La partie contrôle, elle a changé de ministère. Donc, tout est fait, si vous voulez, pour complètement vider de toute substance et de toute possibilité d'action ces organismes, pour qui, personnellement, j'ai le plus grand respect, parce que je les ai connus, ils m'ont fait des misères à une époque. Vous méritiez ou pas? Oui, tout à fait. Non, mais ce qui est fou, c'est que les fonctionnaires en France, en général, sont des gens formés, compétents, motivés, honnêtes. Et sympa la plupart du temps. Oui, et sympa, enfin voilà. Donc, et qui connaissent leur métier en général. Donc voilà, mais quand ils peuvent pas agir. Une misère par rapport au privé. Oui, exactement, bien sûr. Mais quand on leur relève tout moyen de travailler, le budget, leurs moyens de fonctionnement, ils peuvent rien faire, ils sont complètement démunis. Et aujourd'hui, l'optique, c'est de confier aux entreprises ce qu'on appelle les autocontrôles. Et on voit le résultat. On l'a très bien vu avec les pizzas. Et voilà, donc si jamais il n'y a jamais aucun inspecteur qui vient contrôler ce qui se passe, et on fait... Dans cette usine, ils avaient appliqué ce qu'ils appellent la méthode Lean. Alors Lean en anglais, ça veut dire maigre. Donc ça veut dire qu'il faut supprimer tout ce qui est gras.
Voilà, tout ce qui est inutile, entre guillemets. Et perdre du temps à nettoyer, c'est inutile, ça coûte de l'argent. Voilà, et on voit le résultat. Parce que c'est une méthode, c'est quoi? C'est la méthode. Oui, c'est les fameuses méthodes, soi-disant, de gestion de la qualité merveilleuse à la japonaise, là, tu sais, le Kanban, toutes ces méthodes des gourous japonais pour expliquer comment il faut faire de la qualité, comment on gère une entreprise. C'est-à-dire, il faut être. Les entreprises japonaises, d'habitude, elles sont toujours super propres. Oui, bien sûr. Mais il y a un moment donné, c'est que quand vous enlevez le gras, d'accord, c'est bien, mais après vous arrivez au muscle, et quand vous enlevez le muscle, vous arrivez à l'os. Il y a un moment donné, il faut s'arrêter, il faut savoir où est le mauvais gras. Alors, là, on traverse une période d'inflation. Oui. Est-ce que ça va avoir des répercussions sur l'agroalimentaire? Là, on voit certains produits, comme les œufs ont pris 20%, ils se débrouillent pour mettre autre chose que des œufs. Bien sûr. Pour que le prix reste à peu près stable. Il y a un rétrécissement des produits. C'est-à-dire que c'est le même paquet, mais il y en a un peu moins dedans. Le grammage change pour éviter que les. Oui, mais ça avait commencé depuis longtemps, ça. Oui. Ça va avoir un impact de quel type, à votre avis? Si la situation continue, c'est-à-dire que si on n'arrive pas à solutionner ce problème de coût d'énergie, oui, il y aura un impact. Il y aura un impact forcément. On peut effectivement modifier les recettes, mettre des ingrédients moins chers, mais la tendance avait été lancée depuis très longtemps déjà. C'est-à-dire qu'on a déjà des produits souvent de qualité très médiocre. Et puis on ne peut pas remplacer la farine dans le pain. On ne peut pas mettre de la sueur de bois non plus. Donc pareil, diminuer les grammages, d'accord. Mais si vous achetez un produit qui est plus faible en grammage, vous allez devoir manger plus d'autres choses, parce qu'il vous faut votre quantité de calories. Donc non, c'est pas des solutions. Ça va peut-être aider l'industriel à baisser ses coûts par unité et puis à protéger ses profits et sa marge. Peut-être ses employés. Peut-être ses employés, oui. Mais le vrai problème, c'est qu'il faut qu'on trouve une solution pour baisser le coût de l'énergie. Parce que de toute façon, l'agroalimentaire, les marges en agroalimentaire sont extrêmement faibles. Moi, j'ai travaillé dans des entreprises qui travaillaient à moins de 10% de marge. Donc c'est extrêmement faible. Je vois aujourd'hui dans les produits de pharmacie, les vaccins, etc., on est sur des marges qui dépassent les 50%. On n'est pas du tout sur les mêmes industries. Donc les industries et la marge dans l'agroalimentaire est extrêmement faible. Si les matières premières explosent en prix, avec les monopoles de la grande distribution, au final, vous ne pouvez pas vous en sortir. Il y aura forcément une inflation sur les prix. Ou alors, il y aura les entreprises qui vont disparaître. On entend, ce qui n'est pas sourcé, pas vérifié, mais on commence à entendre des bruits de couloir sur fin 2023, le caddie de la ménagère, le caddie moyen de la ménagère risque de prendre entre 30 et 40% d'inflation. Est-ce que ça vous semble déconnant? Non, pas du tout. Pas du tout. Quand vous avez, alors, ça dépend réellement du type d'industrie. Par exemple, en ce qui nous concerne, on fait beaucoup de produits différents. Pour les produits à forte valeur ajoutée, type les vaccins, par exemple, il y aura très peu d'incidence. Parce qu'en fait, la valeur du produit, c'est surtout de la connaissance, de la R&D, etc. Donc, le type de produit où il y a beaucoup de matière grise ou d'investissement sera assez peu touché. Par contre, les produits où il y a beaucoup de consommation énergétique, alors ceux-là, oui, seront énormément impactés. Tout ce qui est industrie de la déshydratation, donc les légumes déshydratés, ces choses-là seront impactées. Les productions agricoles seront impactées. Si on a une forte demande alimentaire aussi, ce sera aussi impacté. Il y a aussi un lien très fort entre énergie et production agricole, puisqu'en France, il faut savoir qu'à peu près 5% de la SAU, la surface agricole utile, 5% de la surface agricole, on va dire, est utilisée pour ce qu'on appelle les agrocarburants. Donc, c'est autant de surface qui ne sera pas disponible pour l'alimentation. Donc, avoir une hausse du panier de la ménagère de cet ordre-là ne me paraît pas impossible, effectivement. À votre avis, les industriels, ils vont réagir comment? Ils vont se mettre à l'éolienne Alors, ça ne peut pas se faire à si court terme. C'est-à-dire que les industriels, c'est pas eux, enfin, ça dépend. L'industriel producteur d'énergie, alors je ne sais pas, EDF, Total, etc., ils vont certainement, dans un avenir proche, trouver des solutions. Mais construire une centrale, c'est pareil. Une centrale nucléaire, ça prend des années et des années. Donc l'industriel alimentaire, lui, il ne fera que subir. Changer une ligne, ça prend des années. Aujourd'hui, il y a une pénurie de matériaux, par exemple. Enfin, je sais, nous, on construit des usines. Donc, on manque d'acier, on manque de verre, on manque de tout. Donc, tous les projets industriels aujourd'hui prennent du retard. Quand on achète une machine, on voulait acheter un extrudeur il n'y a pas très longtemps. Un extrudeur? C'est une machine qui cuit sous pression. C'est avec ça qu'on fait tout ce qui est les produits fluffy, là, les snacks apéritifs, par exemple, les croquettes de chien. Tout ça, c'est fait avec un extrudeur. Voilà. Les produits apéritifs, les croquettes de chien. Oui, c'est la même machine. C'est la même technologie. Donc, on fait une purée.
les flocons, les cornflakes. Voilà. On fait une purée, on la met sous pression, on chauffe à forte température. Quelle température? Je ne sais pas, 160 degrés, 180 degrés. Enfin, on peut monter très haut parce que c'est sous pression. Et donc la pression monte. Alors ça dépend des procédés, ça dépend des machines, etc. Ça peut monter, je ne sais pas, peut-être à 10, 15 bars, 20 bars, je ne sais pas. Et après, en sortie de machine, quand ça sort à l'air libre, ça s'expanse. Donc l'eau immédiatement se vaporise et on a un produit avec une structure très alvéolée, très légère. Donc voilà, pour acheter ce type de machine, maintenant il vous faut plus d'1 an. Donc ce que je veux dire, c'est que les industriels ont besoin de temps pour s'adapter. Et la crise est arrivée extrêmement vite. Les hausses de prix, de l'énergie, du transport ont été extrêmement brutales et je ne vois pas d'industrie capable de ne pas répercuter les prix aujourd'hui. Ça va être une boucherie. Ça dépend où. Ça dépend où. Comme je te disais, j'étais en Malaisie la semaine dernière, donc j'ai discuté avec des fournisseurs locaux en leur disant, qu'en est-il pour vous de l'énergie ? Donc les fournisseurs que j'ai vus m'ont dit, nous on utilise du gaz naturel. Donc je dis, voilà, gaz naturel c'est horrible. Il me dit, non, parce que la Malaisie on produit un petit peu, puis de toute façon on en importe, et puis de toute façon le gouvernement il stabilise les prix. Donc il dit, pour nous, pas d'incidence. Ou très peu. Bof, il m'a dit pas d'incidence. Donc je ne sais pas si c'est vrai ou pas, a priori je lui fais assez confiance, il n'était pas inquiet. Alors je lui ai dit, nous en Europe ça ne va pas être facile. Il me dit, c'est pas grave, on vous livrera. Ça va faire de la concurrence, ça, c'est bien. J'ai bien peur que l'industrie européenne et française en paye les pots cassés. Revenons à la malbouffe. Vaut mieux être chimiste pour travailler dans l'agroalimentaire, non? Il vaut mieux, j'allais dire, il vaut mieux pas travailler dans l'agroalimentaire ou pas travailler dans la malbouffe. Je pense qu'on s'en porte beaucoup mieux. Pourquoi il ne faut pas travailler dans l'agroalimentaire? Il faut bien donner à manger aux gens. Disons que c'est très... Si, comme moi, on est passionné par l'alimentation, par la bouffe, par la bonne bouffe depuis tout petit... Il faut pouvoir avoir le budget pour avoir tout ça. Oui, mais comme tu disais, il y a des entreprises qui travaillent bien, on fait quand même des bons produits, etc. Donc. Mais dans l'industrie, c'est quand même difficile de trouver du haut de gamme ou du très haut de gamme. Et c'est ce dont moi je rêvais quand j'étais plus jeune. Et quand j'ai été dans l'industrie, moi j'avais par exemple, je rêvais d'acheter des épices, par exemple, je pensais que les épices étaient des produits précieux importés du bout du monde. Et en fait, quand j'étais dans les épices, je me suis rendu compte que le poivre, ça valait 1, 2, 3 euros du kilo, qu'il y avait beaucoup de mélange, beaucoup de fraude, de mauvaise qualité, que c'était un produit comme un autre finalement. Donc voilà, et puis si c'est pour travailler comme ingénieur, enfin comme j'ai fait moi, pour ensuite faire des produits qui rendent les gens malades, non, c'est quelque part... Qui peuvent rendre les gens malades. Qui peuvent, oui. Non, certains pourraient rendre les gens malades. Oui, avec toutes les précautions du jazz, bien entendu. Le bio. Est-ce qu'on fait un petit détour par le bio? Le bio, c'est bon? Le bio, il y a des fraudes? Le bio, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a beaucoup à en dire sur le bio. Donc déjà, pour être très clair, moi, je suis un fervent défenseur du bio. Je consomme bio autant que possible. Parce que vous pouvez vous le permettre financièrement? Il y a ça aussi, oui, c'est vrai. Il y a ça, et puis aussi parce que c'est une garantie supplémentaire de qualité. Entre un produit conventionnel et bio équivalent, c'est-à-dire produit au même endroit, pas importé du bout du monde, mais voilà, le fait d'utiliser moins ou pas d'engrais de synthèse et de pesticides chimiques fait que c'est meilleur pour la santé et pour l'environnement. Voilà. Ceci dit, le cahier des charges du bio, selon moi, il est très insuffisant et c'est pour ça qu'on a aussi aujourd'hui autant de labels privés bio qui vont au-delà. Donc par exemple les Biocohérence, Nature et Progrès, Déméter, etc. Donc c'est bien, mais pourrait facilement et largement faire mieux. C'est quoi je ne vais pas dire les petites magouilles, mais c'est quoi les petits arrangements qu'on peut se permettre avec le bio? Est-ce qu'il y a des pays qui sont labellisés bio, qui nous envoient des choses qui ne sont pas très bio? Est-ce qu'il y a des bananes du bout du monde qui sont censées être bio, mais en fait elles ne sont pas très bio? Ah oui, tout à fait. Pour mon livre du bio, par exemple, je m'étais amusé, j'avais appelé des fournisseurs en leur disant, en gros, je veux acheter du bio, mais je ne veux pas payer le prix. Je m'étais amusé, qui me dit. Non, mais je ne vais pas écrire n'importe quoi. Je dis des choses que je sais, que j'ai vues, où j'ai la chance de travailler. Et je travaille aussi pour pouvoir avoir accès à ces gens-là. Vous gagnez combien en ce moment? Je gagne beaucoup moins qu'à Singapour. C'est la misère. C'est raisonnable. Pas assez, mais raisonnable. Je vous laisse terminer. Donc le bio. Donc en bref, quand j'ai fait mon livre sur le bio, je me suis dit,
je savais où je mettais les pieds, je savais plus ou moins ce que ça allait donner, mais bon, je me suis dit, je vais appeler des fournisseurs pour voir si je peux acheter du faux bio. J'ai appelé des fournisseurs en Chine, je leur ai dit voilà, parce que je savais que c'était en Chine que ça se passait, je savais sur quel produit, donc je les appelle, je dis voilà, je veux de la graine de tournesol, c'est pour l'alimentation animale, parce que je sais que l'alimentation animale, c'est beaucoup moins regardé, beaucoup moins contrôlé. Je leur ai dit voilà, c'est simple, je veux acheter des produits bio avec les documents qui vont bien, mais j'ai pas les moyens de payer du bio. Voilà. Il y en a 2 ou 3 qui m'ont rappelé pour me dire ah, c'est difficile, nanana. Et l'écart de prix normal, qui était au début, je ne sais plus, de 20%, assez rapidement, il est tombé à 8%. On m'a dit c'est le minimum qu'on puisse te faire pour avoir le produit avec document. Jamais on a dit c'est du faux bio, etc., etc. Mais entre nous, c'était très clair. Et c'est pas possible d'avoir un produit bio avec un écart de prix à 8%. Pourquoi ? Parce que ça coûte beaucoup plus cher de faire du bio. Ça coûte, parce que, par exemple, au niveau des engrais, vous ne pouvez pas avoir d'engrais chimiques. Or, l'engrais naturel coûte extrêmement cher par rapport à l'engrais chimique. Pareil pour les produits de traitement. Les produits de traitement coûtent beaucoup plus cher. Et j'en sais quelque chose, puisque là où je travaille aujourd'hui, on fait des produits pour la culture biologique. Pareil, il faut plus de main-d'œuvre, le rendement est inférieur. Enfin, produire bio, ça coûte plus cher. Et 8%, ce n'est pas suffisant, surtout pour ces produits-là. Et c'était pour quelle quantité que le faux vrai bio là ? J'avais demandé pour quelques conteneurs. Alors, je ne sais plus la quantité que j'avais demandé, mais quelques conteneurs. Sinon, en dessous, c'est pas sérieux. C'était dans quel pays ? Chine. Chine ? Ouais. Ils ont l'habitude de faire des choses comme ça ? Je suppose que oui. Enfin, moi, je l'ai trouvé très facilement. Et j'avais fait ça parce que j'avais fait ça sur ce produit-là parce que j'avais vu une étude de l'université allemande de Kessel qui avait mis une nouvelle méthode d'analyse sur les isotopes de l'azote, justement. Parce qu'en fait, la plus grosse fraude dans l'agroalimentaire bio, c'est d'utiliser des engrais de synthèse. Puisque les pesticides, on peut les retrouver. On les analyse, on les retrouve. Par contre, utiliser de l'engrais de synthèse, ça, il n'y a pas de méthode aujourd'hui pour les détecter. Et c'est extrêmement facile. Au lieu de mettre un engrais naturel, vous mettez un engrais de synthèse. Et donc, l'université... Un engrais basé sur du gaz. Basé sur du gaz, du méthane. Voilà, c'est purement fossile. Hein. Donc, c'est pollution, problème énergétique. Bon, justement, on peut en parler avec la crise actuelle. Hein. L'engrais, le coût de l'engrais va exploser d'ailleurs. Il a déjà explosé. Oui. Donc l'énergie vraiment est à la base de tout. Et c'est Charles Gave que tu as déjà reçu qui dit l'économie c'est l'énergie transformée. Donc l'énergie est à la base de tout. Et pour finir avec cette histoire-là, donc l'université de Kassel avait analysé l'isotope de l'azote, puisqu'en fait l'azote, l'azote lourd, l'azote léger, l'azote 15, et voilà. Et en fait, l'azote chimique contient de l'azote atmosphérique qui est de l'azote léger, on va dire. Beaucoup plus que l'azote lourd qu'on peut trouver au niveau du sol. Et ils avaient démontré qu'à peu près 80% des produits chinois qu'ils avaient testés, dont des graines de tournesol, 80% avaient été cultivés avec de l'engrais de synthèse. J'ai appelé des fournisseurs, dans la région de Dalian, dans le nord, j'avais trouvé des négociants dans ces produits-là, à des prix compétitifs. Et voilà, très facilement, en quelques coups de téléphone, ça s'est fait. C'est magnifique. Très facile. Vous n'avez pas essayé d'acheter des tomates en Chine ? J'ai acheté des tomates pour de vrai, oui. J'ai acheté des tomates pendant des années. C'était bien fait ? C'était fait comment ? Pas cher ? Ah oui, pas cher, oui. Ah oui, mais il y a un dumping phénoménal. C'est-à-dire que l'industrie chinoise de la tomate, c'était Kofco et Schalkis, c'était des émanations. Pas de nom. Hein. Non, mais là, je ne critique pas, c'est juste que les noms des entreprises, des plus gros conglomérats qui fabriquaient de la tomate, hein, c'était des émanations de l'armée populaire chinoise, donc c'était des groupes d'État. C'était les autorités chinoises qui payaient le transport entre le Xinjiang et le port. Donc voilà, donc quand ils sont arrivés sur le marché, ils se sont dit, bon, quel est le prix de marché de la tomate triple concentrée ? Le marché est à 1 000 €, bon bah ok, nous on arrive, on le fait à 800. Voilà, ils sont devenus numéro 1 en quelques années, c'est extrêmement facile. Il y a des contrôles sur la main-d'œuvre ? Il y a des contrôles sur la main-d'œuvre, je pense pas, non, sinon ça se saurait. Le Xinjiang, c'est pas là où il y a des Ouïghours ? C'est les Ouïghours, oui, tout à fait. C'est vrai, ouais, c'est les Ouïghours. C'est les Ouïghours, c'est des très jeunes personnes dans les champs, donc difficile de savoir quel âge ils ont, mais vraiment très jeunes. Donc oui, il y a des problèmes dans ce pays-là, mais il y a des problèmes pour la tomate, ils font du coton également, je suppose qu'il y a les mêmes genres de problèmes, ils font plein d'autres légumes. Donc oui, il y a beaucoup à dire, effectivement. La sécurité alimentaire, ça vous parle ? Oui, tout à fait. Est-ce que vous pensez que l'État français et l'Europe sont sur le bon chemin pour assurer la sécurité alimentaire européenne et française ? Quand on voit le prix des engrais augmenter, quand on voit certains agriculteurs qui disent bon bah maintenant les engrais coûtent trop cher donc on va pas planter ça. Quand on voit les tomates qui poussent sous serre avec de la lumière,
Ça va coûter 8, 10, 15, 20 fois plus cher. Mhm. Quand on voit l'approvisionnement des matières premières qui devient compliqué, est-ce que vous pensez que l'État a les capacités pour maintenir une très bonne sécurité alimentaire? Je ne suis pas vraiment inquiet pour l'Europe et pour la France en particulier. On a quand même des gros atouts, hein. C'est-à-dire qu'en France, on a une surface agricole qui dépasse les 50%. Donc on a vraiment beaucoup de terres arables, de prairies, etc. Donc la France est un grand pays agricole, on a de la surface, on a des paysans qui savent bien travailler, donc je ne suis pas inquiet pour le pays. Ensuite, on fait quand même encore toujours, même si c'est de moins en moins vrai, partie des pays riches. J'ai dit de moins en moins vrai. Mais, Sentiment d'être riche, mais peut-être. je me sens plutôt solidaire avec les Égyptiens, par exemple, ou des pays comme ça qui auront beaucoup de problèmes pour s'alimenter, qui ont déjà des problèmes, mais qui en auront de plus en plus pour s'alimenter correctement. En France, ce sera un problème pour une partie de la population, mais avec les aides sociales, la redistribution, je pense qu'en France, il n'y aura pas de crise de la faim, il n'y aura pas d'émeute de la faim. Alors que dans des pays d'Afrique, ou des pays pauvres, enfin voilà, plus pauvres que nous, oui, là, ça pourrait être dramatique. Pourquoi ça va être dramatique? Parce qu'ils vont pas pouvoir acheter, parce que Ouais. leur monnaie va dévaluer, parce que l'augmentation des matières premières alimentaires vont exploser. Pourquoi? Parce qu'on va pas les livrer, parce que les céréales ukrainiennes ne vont pas arriver jusqu'à eux, vont être... J'ai pas de boule de cristal, donc je ne sais pas ce qui va se passer avec la situation en Ukraine. C'est sûr qu'il faudrait que ça se débloque. Donc il y a un moment donné. Les céréales russes, d'ailleurs. Oui, bah, Russie, Ukraine, ils font partie des 3 ou 4 plus gros exportateurs, donc que ce soit les céréales ou le tournesol, enfin des produits agricoles. Euh, je pense que de toute façon, les exportations, la production va continuer. Enfin, la Russie, pour l'instant, ils sont pas impactés. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont du gaz, ils ont de la terre. Enfin bref, la production agricole russe va pas s'effondrer. Donc les Russes pourront toujours livrer. L'Ukraine, je pense que malgré tout, la production ne sera pas réduite à zéro du jour au lendemain. Moi, j'ai toujours l'expérience de la guerre en Serbie. Quand il y a eu les bombardements en Serbie, moi, j'achetais des produits dans ces pays-là. J'achetais par exemple de la griotte. On ne sait pas, mais la Serbie est le plus gros producteur de griotte au monde. Cerises. De cerises griotte. La petite cerise acide, là. Donc, ils en font de la conserve, ils font des surgelés, etc. On fait de la purée. Enfin, ils se sont spécialisés dans ce produit-là. Je ne sais pas pourquoi, c'est le terroir peut-être ou le savoir-faire. Et je me rappelle quand il y avait les bombardements, quand les Américains avaient fait sauter l'ambassade de Chine et quand il y avait les ponts qui avaient... Ils n'avaient pas fait sauter l'ambassade de Chine. Le bombardement est arrivé juste à côté. Voilà, c'était un accident de frappe chirurgicale, on va dire, Voilà. de nos alliés Parce que le américains. chirurgien était borgne. Ça peut arriver. Donc voilà, ce que je veux dire en résumant, c'est que Il était manchot, peut-être. dans le pire de la guerre, quand il y avait les bombardements, quand l'ambassade chinoise avait explosé, j'étais allé dans ce pays-là. Donc l'aéroport de Belgrade était fermé, mais j'étais passé par l'aéroport le plus proche d'à côté, je ne sais plus, c'était Budapest ou quelque chose comme ça. Et il y avait des navettes qui avaient été mises en place entre les pays. J'y étais allé, il n'y avait pas eu de soucis. J'étais allé voir mes fournisseurs, on avait passé la frontière sans aucun problème. Et mes camions, donc mes contrats ont été livrés en pleine guerre. Donc Il n'y avait pas d'embargo, il n'y avait rien. non, je pense pas, je me souviens plus vraiment. Ce que je peux dire, c'est que j'ai jamais eu d'interruption de livraison de la Serbie, y compris pendant cette guerre-là. Après, s'il y avait un embargo, c'est possible, mais il suffisait que les Serbes ils me vendent via avec Turquie. peut-être pas la Turquie parce que c'est pas la bonne direction, mais il suffisait qu'ils me vendent via une entreprise suisse avec une facture suisse et puis avec un certificat d'origine hongrois par exemple, et puis voilà, ça passe. Ça se fait, ça, des choses comme ça, des Ah oui. certificats d'origine qui... Ah oui, oui, ça se fait oui, énormément, c'est extrêmement facile. Pourquoi c'est facile? Parce qu'il n'y a pas de contrôle, ok, mais comment ça se fait? Il suffit le certificat d'origine, il suffit de le demander. Vous êtes une entreprise française ou autre, vous dites voilà, il me faut un certificat d'origine pour tel produit, vous le demandez, c'est un document administratif en fait. Personne vient chez vous vérifier que le lot il est là, qu'il n'y a pas d'inspection réellement. Ah non. Quand j'achète des conteneurs, par exemple, je ne sais pas, moi, un produit, j'achète plusieurs conteneurs par jour, donc, et chaque conteneur est accompagné d'un certificat d'origine qui indique de quel pays vient le produit, mais c'est administratif, il n'y a pas de vrai contrôle sur place. Avec la récession mondiale qui est en train d'arriver, le prix du conteneur a vachement baissé là depuis. Il a beaucoup augmenté et baissé depuis. Ouais, ouais. C'est-à-dire que, par exemple, un conteneur que je faisais venir de Malaisie, justement, parce que c'est ce que j'ai en tête, Malaisie, États-Unis, je le payais normalement 5 000 $ le conteneur. C'est monté jusqu'à 15 000, donc x3, et aujourd'hui c'est redescendu à 10 000. Donc on n'est pas encore à la normale, mais ça a rebaissé pas mal. Vous avez discuté avec des producteurs d'huile de palme bio? Oui. Ah, bio? Non, pas bio. C'est pas bio? Non, pas bio. Je pense pas que... Non. Mais en fait, on n'achète pas d'huile... Enfin, moi, j'achète pas d'huile de palme. J'achète un dérivé d'huile de palme. Et les usines que j'ai visitées sont ce qu'ils appellent des oleochemicals,
des distilleries et des raffineries d'huile de palme. Pour le pétrole, en fait. Exactement comme le pétrole. Donc on a la même chose, hein, on a des craqueurs, on a des tours de distillation, et on craque et on distille l'huile de palme comme on fait pour le pétrole. Est-ce que vous pensez qu'on peut se passer de l'huile de palme? Non, non, absolument pas. Absolument pas. Avant on ne prenait pas d'huile de palme. Oui, mais avant, la population était moins importante. Avant, on avait moins besoin de produits naturels. C'est-à-dire que l'huile de palme, ça reste quand même un produit naturel. Donc maintenant qu'on essaie de remplacer le pétrole par des produits naturels, l'huile de palme, ça sert pour plein de choses. Ça sert comme plastifiant, ça sert comme... ça sert comme désinfectant, on fait énormément de produits avec l'huile de palme. On fait le diester ou le méthylester pour les biocarburants, enfin pour les agrocarburants. Donc il y a de l'huile de palme dans 90% des produits de consommation courante, dans les shampoings, dans la cosmétique, dans énormément de produits. Donc sans passer, non, c'est impossible. Et donc j'en discutais avec un fournisseur en disant, bah voilà, l'huile de palme en Europe, c'est pas très bien vu, peut-être qu'on pense la remplacer par de l'huile de coco. Et il me dit, oh là, bah, si vous voulez, mais sachez que la productivité des cocotiers, c'est 5 fois moindre que les huiles de palme. Donc en fait, si vous remplacez la surface nécessaire pour votre huile de palme par de la coco, il faudra 5 fois plus de surface. Il me dit, est-ce que vous pensez que c'est écologique? Le gars avec qui je parlais, il me disait, voilà, nous, notre entreprise, on a nos plantations, on a 350 000 hectares. 350 000 hectares de palmes, de palmiers. En Malaisie, en Indonésie, au Libéria et je sais plus où. Il me dit, si vous remplacez ça par de la coco, du colza, il vous faudra 5 fois plus de surface. Et il m'a dit, et je suis un fournisseur parmi une dizaine. Donc se passer d'huile de palme, non, c'est pas du tout réaliste aujourd'hui. Sans augmentation des prix drastiques, c'est ça? Sans augmentation, et même, c'est pas forcément possible. Ou alors, il faudra les remplacer par des produits de la chimie, donc par des produits du pétrole. Et avec les prix du pétrole, voilà, ça exploserait. Est-ce qu'en Malaisie ou dans ces pays-là, il y a du bio? Oui, ça se trouve, oui, tout à fait. Oui. Souvent du bio importé d'ailleurs. Il y a beaucoup de bio importé d'Australie, par exemple. L'Australie en fait pas mal. Ensuite, il y a eu des investissements qui se sont faits. Il y a eu pas mal de productions un peu spécifiques. Il y a eu du bio produit à Singapour, il y a eu du bio produit en Thaïlande, par exemple. Oui, on en trouve. C'est encore relativement marginal, mais ça se trouve. Avec les mêmes écarts de tarifs qu'on a en France? Avec des écarts plus importants, j'allais dire. Parce qu'en fait, le marché du bio et la conscience de l'alimentation en Asie est beaucoup moins développée qu'en Europe. Donc, ils sont en retard de quelques années. Et la diffusion de ces produits est beaucoup plus faible. Donc, le marché est plus petit, les marges sont plus importantes, c'est plus restreint, donc les prix sont élevés. Question Internet que j'attrape à l'œil. Pourquoi manger des produits transformés dont la valeur nutritionnelle est zéro? Alors, ça fait partie de la question. Fraude ou pas fraude? Alors, il y a toujours quand même quelque chose de nutritionnel dans ces produits-là. Ouais, il faut pas de l'air. Voilà, il ne faut pas tout mélanger. C'est-à-dire que les fraudes, c'est faire des choses qui sont illégales. Voilà, ça c'est une chose, mais on peut faire des fraudes sur les produits bio, sur les produits naturels, sur le vin, on peut faire des fraudes sur tous les produits. Donc voilà, ça c'est une chose. Ça n'a pas forcément de lien avec la malbouffe. La malbouffe, c'est vraiment des produits qui abîment votre santé sur le long terme. Si on en mange beaucoup tout le temps. Si on en mange beaucoup, il y a des gens qui mangent quasiment que ça. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Vous leur avez posé la question? Déjà parce que c'est pas cher, donc parce que la malbouffe est relativement pas chère. Hein. C'est logique parce que c'est souvent entre guillemets des produits industriels, transformés, de grandes cultures, de grandes séries, des produits avec peu d'ingrédients onéreux à l'intérieur, une qualité plutôt moyenne à basse. Donc c'est pas cher, c'est addictif, c'est extrêmement addictif. On a dit en début, ouais. Voilà, vous commencez un paquet de snacks, de chips, un soda, vous pouvez boire un grand verre de soda, voire deux, sans trop y prêter attention. Les crèmes glacées, les confiseries, tout ça, c'est très addictif. Et en plus, il y a une... Parce que c'est bon. Je me fais l'avocat du diable. Oui, c'est vrai, mais c'est normal. L'organisme adore le sucre. Il y a quelques milliers d'années, on était dans la jungle, en pagne ou dans la savane, en train d'essayer de chasser. Puis quand on trouvait... Nous, on était en fourrure. Voilà, peut-être, mais quand on trouvait une ruche avec du miel, c'était jackpot, quoi. Et j'ai un ami qui s'appelle Dan Saladino qui a publié un livre en anglais qui s'appelle Eating to Extinction. Donc un excellent livre, mais malheureusement pas traduit. En français, ça veut dire? Difficile à traduire, c'est manger jusqu'à l'extinction. En fait, voilà. Donc, manger jusqu'à en crever. Ouais, si on veut. Mais en fait, il a réfléchi à la différence de diète de régime entre aujourd'hui et les chasseurs-cueilleurs. Donc, il a regardé comment se comportaient les derniers chasseurs-cueilleurs qui existent en Afrique, et il s'est rendu compte que leur aliment magique, miracle, leur sucrerie, le truc qui vraiment les fait leur plaît le plus, c'est le miel.
Et c'est vraiment lié à notre besoin physiologique. Le miel, c'est de l'énergie pure. C'est du sucre. On l'absorbe et on a un coup de boost tout de suite. Et la malbouffe, c'est un peu ça. C'est du sucre, c'est du gras, c'est de l'énergie, c'est du boost. L'organisme, il est dopé, c'est une drogue. J'attrape une autre question Internet. Quels sont les pires produits de malbouffe les plus méconnus en France? Alors, les pires, c'est assez facile. Attention, pas de diffamation, pas de dénigrement. Non, mais je ne citerai pas de marque, mais simplement, si on prend le PNNS, le Plan National Nutrition, Santé, etc., donc on prend un document officiel, etc., ils vous disent d'éviter ce qu'il faut éviter, ce qu'il ne faut pas éviter. Ils vous recommandent d'éviter ou de réduire la consommation d'aliments gras, sucrés, donc les sodas, les confiseries. Plus récemment, le focus a été mis sur les charcuteries par rapport aux problèmes de cancérigènes, sur nitrates, nitrites, viande transformée, etc. Donc ces produits-là. Après, votre question, c'était sur les produits méconnus. Il n'y a plus vraiment, je pense, de produits méconnus dans la malbouffe, puisque aujourd'hui, on sait quels sont les ennemis. Donc, non, pas les ennemis, les choses dangereuses. Voilà, si on en mange les trop. produits malsains, disons. Si on en mange trop. Si on en mange trop, si on ne fait pas de sport, si on ne mange pas les 5 fruits et légumes par jour, etc., etc. Les 5 fruits et légumes par jour. Oui. C'est bien, c'est pas bien. Est-ce qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour, bio, pas bio, avec la peau, sans la peau? On se comprend? Ouais. En fait, il faut des repères simples. Donc, c'est vrai que ça a souvent été moqué, parce que 5 fruits et légumes, c'est simpliste, etc. D'accord. Mais c'est vrai que quand on veut parler au plus grand nombre, il faut des messages clairs et simples. Donc dire 5 fruits et légumes par jour, c'est en gros 5 portions. Donc oui, c'est bien. Le message qui dit il faut manger des fruits frais, des légumes frais, des produits sains, des produits naturels, riches en vitamines, ça c'est un bon message. Donc oui, c'est une bonne chose. Ensuite, il y a des études, alors je ne l'ai plus en tête, mais j'en ai lu tellement, il faut dire. Il y a des études qui disent que si on consomme ces fruits et légumes de l'agriculture intensive, conventionnelle, etc., des produits chargés en pesticides, on perd le bénéfice de consommer ces produits-là. Donc, des fruits et légumes avec des fibres, avec des vitamines, avec des minéraux, c'est bien, mais bio, c'est mieux. Question Internet, comment faites-vous vos courses? Quel rayon? Et on ne va pas dire quel magasin, mais quel rayon? Les produits frais. Les produits frais. Il y a des rayons dans lesquels je passe jamais. La conserve, par exemple. Je ne dénigre pas la conserve. Enfin, si, des fois, j'achète des conserves en bocaux. Voilà. Le foie de morue, c'est nécessaire. Oui, le foie de morue, j'en achète effectivement. Ouais, le foie de morue, c'est excellent, ouais, tout à fait. Pas très bon pour les océans d'en manger trop, c'est ça? Je suis pas un expert du foie de morue. Par contre, je trouve ça très bon. Au niveau vitamines, c'est excellent. Donc, je pense que c'est un bon produit. Je recommande le foie de morue. Et en plus, j'ai travaillé pour une entreprise qui était peut-être le plus gros fournisseur mondial de foie de morue et de tarama. Donc voilà, le foie de morue, c'est excellent. Et j'ai oublié le fil de la question. Mais il ne faut pas en manger tous les jours dans une grande quantité et ainsi de suite. Oui, tout à fait. Alors, voilà, où je fais mes courses, c'était ça la question. Donc je fais mes courses là où je peux, si je peux en direct, si je peux local, si je peux chez le producteur. Parce que j'aime bien soutenir les gens, j'aime bien savoir à qui j'ai affaire, j'aime bien discuter, comprendre ce qu'ils font, voilà. Quand je peux pas, je vais au supermarché et je vais au rayon fruits et légumes. C'est là où je fais, moi et mon épouse, où on fait nos courses. Mon épouse et moi. Mon épouse et moi. Mais c'est surtout mon épouse, en fait. Pourquoi hein? Parce que... Elle connaît mieux, c'est ça? Non, parce qu'elle est adorable et puis elle m'épargne des choses que j'aime pas faire, donc voilà. Vous partagez la tâche? On essaye, j'essaie. Vous êtes lanceur d'alerte. Comment ça se passe quand on est lanceur d'alerte? Alors nous, on a vu les lanceurs d'alerte dans l'informatique, dans l'enseignement, dans le journalisme, on en a vu plein. Mais ils finissent toujours pareil, c'est-à-dire dans une fâcheuse posture. Ils ont eu des problèmes, il y en a qui ont essayé. Et c'est vrai, alors ça c'est vraiment intéressant parce que, bon bref, pour raconter l'histoire, donc quand j'ai écrit ce livre-là, j'étais habitué à recevoir des menaces, des courriers d'avocats, des communiqués pas sympas, etc., des insultes, enfin bref, de la diffamation, enfin tout ce que vous voulez. J'étais un peu blindé. Et puis j'ai reçu un courrier cet été quand même qui m'a vraiment énervé, qui m'a mis en colère parce que je trouvais ça vraiment injuste. Et je me suis dit mais vraiment dans ce pays on peut plus rien faire, on peut plus rien dire. Et
comme j'avais eu l'occasion de rencontrer des lanceurs d'alerte comme Yasmine, comme Maxime Renaï, que tu connais, qui est devenu un ami, avec qui on a beaucoup échangé, beaucoup partagé, j'ai appelé ces gens-là, je leur ai dit, il y a un problème de liberté de parole, d'expression, de démocratie, d'information, etc. Et ils m'ont tous dit la même chose. Ils m'ont dit, oui, nous aussi on en a marre, on n'en peut plus. Et on a dit, écoute, faisons un collectif, et on va trouver un moyen d'améliorer les choses. Donc on a lancé un collectif, lanceur d'alerte en action, avec Yasmine, avec Maxime, avec d'autres. Et on a décidé d'attaquer sur le côté juridique. On est en train de préparer avec un collectif d'avocats une plainte qu'on déposera à Bruxelles contre les procédures Bayon, contre les attaques pour dénigrement. C'est-à-dire, en fait, le dénigrement, c'est devenu la nouvelle arme de destruction massive des lanceurs d'alerte. Les industriels disent, voilà, ta critique est tel produit, dénigrement, on a perdu X% de vente à cause de toi, on va t'attaquer, nous on a l'argent, on a les avocats, on a le temps, on va te saigner, on va t'épuiser, on va te détruire socialement. C'est ça leur stratégie aujourd'hui. Donc, des gens comme... C'est un peu normal quand même. Vous nuisez au business. C'est pas comme ça qu'on le voit. Enfin, moi, je suis un industriel. Je viens de l'industrie. J'ai rien contre l'industrie. Je soutiens l'industrie. Il faut de l'industrie. Donc, pour moi, l'industrie, je suis dedans. Il y a des bons industriels. Voilà, on pourrait leur faire le sketch des inconnus avec les chasseurs, mais il y a des bons industriels. Il y a des gens qui peuvent bien produire. Donc, faire de la malbouffe, c'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité. On peut faire de la bonne bouffe industrielle. Mais quand on doit avoir un rendement sur son action. Oui, c'est là qu'est le problème. Mais est-ce qu'on doit considérer que la nourriture, c'est un produit comme un autre? Est-ce que manger, c'est pas un droit élémentaire de l'être humain? Comme respirer, comme avoir une eau potable. Voilà. Une petite tranche de roquefort quand même. Mince, c'est un droit, ça, en France. Ça devrait, oui, ça devrait. Chacun devrait avoir droit à un accès. Ça fait partie de la sécurité alimentaire, c'est-à-dire l'accès à l'alimentaire, une nourriture abordable, une nourriture disponible, une nourriture de qualité, une nourriture acceptable, religieusement, socialement, etc. Oui, ça devrait être un droit. Et pour en revenir sur les lanceurs d'alerte, parce que c'est quand même un sujet qui me tient à cœur, et c'est notre actualité aujourd'hui, on devait faire une conférence de presse cette semaine. Parce que mon bouquin sort, j'avais accès à des médias, je me suis dit, tiens, c'est bien, je vais pouvoir aussi mettre en avant ce problème des lanceurs d'alerte. Et une des personnes qui devait participer à la conférence de presse a reçu une nouvelle menace, était en panique et a dit non, finalement Christophe, je ne peux plus venir, c'est plus possible, parlez pas de moi, ne parlez pas de mon cas, etc. Donc on a dû reporter par rapport à ça. Il y a une vraie pression, il y a un acharnement sur les lanceurs d'alerte qui est absolument scandaleux. Ils sont en train de gagner ? Non, au contraire, il y a des gens comme Maxime et moi, ça les stimule, ça les énerve. On se dit, c'est trop injuste. Je ne sais pas si tu te rappelles Calimero, enfin ça c'est de mon époque, mais c'est vraiment trop injuste. Et on agit dans l'intérêt de la collectivité parce qu'aujourd'hui, c'est grave. Aujourd'hui, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui souffrent à cause de ça. Donc on a un devoir d'action pour les autres, pour nos enfants, pour la société. Et si on ne fait rien, on est complice. C'est pas prendre le problème dans le mauvais sens, dans l'alimentation. Au lieu de se défendre contre les industriels, pourquoi ne pas essayer d'apprendre aux gens à manger correctement ? C'est ce que j'essaye de faire. C'est-à-dire, j'explique aux gens, à mon échelle, je ne veux pas tirer la couverture à moi, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre qu'expliquer, dire ce que j'ai vu, raconter. Et j'espérais, moi, que les industriels travaillaient avec les industriels, que les industriels m'appelleraient, me disant, bon, Christophe, on a compris, machin, est-ce qu'on pourrait faire des choses ensemble? Qu'est-ce que tu as des idées? Tu vois, je pensais que des gens comme l'ANIA, par exemple, le syndicat des industriels, je pensais qu'on pourrait communiquer, discuter, mettre en place des actions, des plans de formation, faire des choses, quoi. Je pensais qu'avec des politiques, je pourrais faire des choses, tu vois, enfin, à Bruxelles. Alors, on me dit toujours, j'ai beaucoup d'amis dans les ONG, voilà, chez Foodwatch, chez Que Choisir, un peu partout, et les gens me disent, on a beaucoup parlé de toi, ton émission, ton intervention, ton bouquin, ton machin, mais jamais un politique ne m'a appelé directement, jamais on ne m'a parlé, jamais. Et pourquoi? J'en sais rien. Je sais pas. Enfin, les industriels, j'ai compris, ça les intéresse pas, ils veulent pas. Pour eux, plus le statu quo dure, plus ils font du business, plus ça continue, parce que c'est extrêmement compliqué et onéreux de changer leur formulation et de changer de business model. Pour eux, c'est quasi impossible. Pour certains, c'est quasi impossible. Par contre, les politiques... Pourquoi c'est impossible de changer de business model pour eux? Ça, je le soupçonnais, mais je l'ai compris. Il y a eu un article dans le Financial Times, je crois, la communauté, comme tu dis, pourra vérifier, où une multinationale de l'agroalimentaire, que je ne citerai pas, il y a eu une note interne où les cadres supérieurs disaient nos produits ne passent pas les critères pour être reconnus comme sains. Voilà. Ils disent en gros 60% de notre portfolio, de notre gamme. Catalogue.
n'est pas sain. Et c'est ça qui est intéressant, et ne pourra jamais l'être. Malgré les efforts qu'on fera, une grosse partie de cette production ne pourra jamais être saine. Quand vous faites par exemple une poudre chocolatée pour petit déjeuner, qui contient 80% de sucre, comment vous la rendez saine? En mettant 75%, 70%, 60%? Non, c'est toujours trop sucré. Donc, faire une poudre chocolatée saine pour le petit déjeuner, ça veut dire faire du cacao en poudre pure, comme font des marques bien connues, qu'on ne citera pas non plus. Donc, très bonne d'ailleurs. Bah, oui. Très cher aussi. Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que... C'est plus cher au kilo, d'accord, mais quand vous achetez un produit à 80% de sucre, c'est vachement cher pour du sucre. Non, c'est plus cher au kilo, mais par contre, la qualité est infiniment meilleure. Le bon marché coûte très cher? Non, c'est la malbouffe qui coûte cher. Parce que vous surpayez pour des produits mauvais, vous surpayez pour du sucre. Quand vous achetez du miel fraudé chinois, vous surpayez pour du sucre. Même si c'est moins cher que du vrai miel. Et ensuite, quand vous achetez de la malbouffe, c'est votre organisme qui va en payer les conséquences. En France, il y a à peu près 1 million de diabétiques en devenir, qui s'ignorent aujourd'hui, avec la maladie de Nash, etc. Donc ces gens-là qui croient faire des économies avec la malbouffe, en fait, se détruisent la santé et ils le paieront très cher plus tard. Donc non, investir sur la malbouffe est un très très mauvais calcul. Les fermiers, ils en sont où? Est-ce que vous avez rencontré des fermiers, des producteurs? Oui, j'en ai rencontré. Dans la famille de mon épouse, c'était quasiment tous des fermiers. Il n'en reste plus un seul. En une génération, ça a été complètement éradiqué. Donc voilà, non, le monde agricole, on sait où il en est. On sait que, mais en fait, comme dans l'industrie, on a voulu rationaliser. Il y avait trop de PME, il a fallu concentrer. Il y avait trop de supermarchés, on a concentré. Il y avait trop d'exploitations agricoles, on a concentré. Mais ça, c'est la logique mercantile bruxelloise, ou voilà, question Union européenne. Sur les aliments véganes ou style vegan. Oui. C'est bien, c'est pas bien, c'est bon, ça se dépend. Alors toujours des pareil, goûts, il faut faire la part des choses. C'est rarement ou tout noir ou tout blanc. Et vegan, ça veut dire, je crois, pas de viande. Donc, si on mange des haricots secs, des produits naturels, aucun problème, c'est parfait. Vegan, ça veut dire sans animaux morts, c'est ça? Je crois, oui. Personnellement, je ne suis pas de cette religion-là, mais... C'est pas une religion? Bon, je suis, oui, peut-être, je ne sais pas, de ce mouvement, de ce courant, de cette idéologie, je ne sais pas comment il faut le décrire. Personnellement, je suis pas fan, parce que je pense que pour ne pas avoir de carence, vitamine B12, on en parle souvent, ça se trouve dans les produits d'origine animaux, donc je pense que structurellement, on est fait pour consommer au moins un peu de produits animaux. Donc on est omnivore, c'est notre nature, enfin c'est ce que moi je pense. Après je respecte tout le monde, hein. Si les gens qui veulent être véganes, très bien pour eux, à condition de se supplémenter pour pas avoir de soucis de santé. Mais vegan, végétarien, c'est bien, oui, des produits végétaux, c'est bien, à condition de ne pas tomber dans l'extrême des produits ultra transformés. Et c'est là que pour moi est le danger, c'est-à-dire que les produits ultra transformés, c'est quasi synonyme de malbouffe. Parce que c'est des produits qui sont texturés, des produits qui n'ont pas de vitamines, qui n'ont pas de fibres, qui n'ont pas de minéraux, c'est des produits aromatisés, c'est des produits qui n'apportent pas de satiété, enfin, c'est des produits non naturels. Alors, il faut aussi voir les critères écologiques. C'est vrai que si on compare l'élevage avec la consommation en eau, la consommation d'espace, etc., les produits véganes ont peut-être une empreinte carbone moindre. Et encore, ça se discute, parce que quand vous avez des pâturages, par exemple, les pâturages, ils ne peuvent pas être cultivés. Donc si vous avez des pâturages, des alpages par exemple, à part faire de l'élevage, vous ne pouvez pas en faire grand-chose d'autre. Si demain il n'y a plus de vaches ou plus de moutons pour brouter les alpages, c'est de la terre perdue. Donc comme toujours, c'est ou non, ou tout noir, ou tout blanc. Il faut être intelligent, il faut accepter un petit peu toutes les positions et essayer de trouver des positions de compromis là où c'est intelligent de faire les choses bien. Question Internet, alors c'est peut-être pas votre domaine. Est-ce que les accords alimentaires avec le Canada, l'Amérique du Sud ne vont pas tuer l'agriculture française et mettre mal la sécurité alimentaire de la France, mettre à mal la sécurité alimentaire de la France, de l'Europe? La sécurité alimentaire, alors si on prend le terme sécurité alimentaire sensu stricto, il n'y a pas de risque. C'est-à-dire que la France est un pays riche, si on a besoin de nourriture, on importe. Moi j'ai vécu à Singapour de nombreuses années, Singapour ne produit quasiment rien en nourriture. Ils ont mis en place des accords de fourniture avec la Malaisie, avec l'Australie, avec la Chine. Donc ils importent peut-être 80% de la nourriture, mais ils ont la sécurité alimentaire.
Ils ont varié leurs approvisionnements, ils ont sécurisé leurs contrats, et c'est un pays riche, donc ils peuvent se payer la nourriture, j'allais dire, quel que soit son prix. La France, même chose, on pourra toujours, j'espère que ça va continuer, qu'on ne va pas s'appauvrir trop rapidement, malgré la direction qui est prise aujourd'hui, et je pense qu'on pourra quand même se payer la nourriture sur les marchés mondiaux. Ceci dit... Si l'euro s'effondre, ça risque d'être compliqué. Oui, mais bon, je pense que de toute façon, des pays comme le Canada, qui sont largement excédentaires pour plein de produits, baisseront leur prix et ils sauront être abordables. Il faut qu'ils vendent ces produits. Les États-Unis, pareil, il faut qu'ils vendent leurs produits, puisqu'ils produisent plus que nécessaire pour leur population. Donc ils exporteront et ils se mettront au prix de marché. Est-ce que les industriels modélisent en fait le changement climatique dans leur production? Vous prenez l'exemple du Canada, tu prends l'exemple du Canada. Ouais. Là, ils ont eu un petit problème de sécheresse avec le sirop d'érable. Heureusement qu'ils avaient des gros stocks, mais là, leurs stocks commençaient à faire grisimine. Est-ce que les industriels sont tellement le nez dans le guidon, le pied au plancher pour marger, respecter, essayer de survivre pour certains? Est-ce que le réchauffement climatique, ils l'anticipent dans leur stratégie, par exemple? Oui, tout à fait. Pour ce qui est des achats et des approvisionnements, c'est mon métier depuis très longtemps. Donc, ma responsabilité, c'est de sécuriser les approvisionnements, d'assurer la sécurité de l'entreprise, tu vas dire, en termes d'approvisionnement. Un peu comme Elon Musk avec le lithium. Oui, probablement. Donc voilà, si jamais demain l'usine est en rupture parce que j'aurais pas anticipé, parce que j'aurais pas prévu, etc., clairement, je passerai un sale quart d'heure et je resterai pas en poste certainement très longtemps. Donc ma responsabilité, c'est d'essayer de prévoir les choses et de sécuriser mes approvisionnements. Quelquefois, ce n'est pas simple, mais je dois convaincre en interne de devoir payer un peu plus cher un produit pour pouvoir avoir un autre fournisseur, une autre source, un autre pays. Quand c'est possible, ce n'est pas toujours possible. Comment tu fais pour anticiper? Est-ce que tu as une veille? Est-ce que tu as des gens sur place? Il y a aussi des cabinets de conseil dont c'est le métier. Vous avez des gens comme Dun & Bradstreet, par exemple, des cabinets de conseil, des cabinets de prospective qui vendent de l'information économique et qui vous disent, voilà, de gestion des risques. Alors c'est tout risque, ça peut être risque politique, de logistique, risque sanitaire, comme le Covid par exemple. Et en temps réel, vous avez des alertes sur une explosion à un endroit, sur une révolte à un autre, sur un port qui est congestionné. Enfin, ça vous coûte de l'argent, mais ça vous importe de l'intelligence économique. Donc voilà, on a ce genre d'outils. Comment tu fais ta prospective? Est-ce que tu écoutes la prospective des autres parce que tu es abonné à Pierre-Paul Jacques? Il y a ça, effectivement, mais surtout, j'entretiens un contact permanent avec mes fournisseurs, avec mes concurrents également. C'est-à-dire qu'on peut être en concurrence à la vente, mais à l'achat, on a quand même un peu tous le même intérêt. Donc il faut quand même on arrive tous un peu à trouver nos produits. Donc, et peut-être aussi à manipuler les prix, alors. Si vous êtes tous cul et chemise à l'achat, vous pouvez mettre la pression sur un producteur, c'est ça? Non. Enfin, jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu la puissance nécessaire pour arriver à ça. En règle générale... C'était recherché? Non, même pas. Même pas, parce qu'on n'a jamais été suffisamment gros et puissant pour pouvoir peser vis-à-vis des fournisseurs. Aujourd'hui, on a plutôt des fournisseurs trop puissants. Par exemple, les Chinois. Enfin, il y a beaucoup de produits qui ne se trouvent aujourd'hui plus qu'en Chine. Comme les antibiotiques, typiquement. Automatique. C'est automatiquement en Chine. Si tu veux acheter de l'amoxicilline, du chlorphénicol, du chlortétracycline, du alquinol, c'est qu'en Chine, ou quasiment qu'en Chine. Tu as peut-être un fournisseur en Inde et puis c'est tout. Donc ces produits-là se trouvent en Chine. Les fournisseurs chinois, ils sont en général 4, 5, 6. Même des fois, tu as des marchés où il n'y a que 2 ou 3 fournisseurs. Donc ces gens-là, et même c'est assez drôle parce que des fois, par exemple pour l'amoxicilline typiquement, quand on en discute avec les vendeurs, ils ont dit voilà, le prix aujourd'hui il est à 32. on considère que c'est trop bas. Il y a eu une réunion, la dernière réunion du CPHI, c'est la réunion c'est le salon de la pharmacie. On s'est réunis, on a trouvé que le bon prix c'était 36. Donc maintenant c'est 36 pour tout le monde. Et effectivement, on t'appelle tous les fournisseurs, c'est 36. Ça va durer quelques semaines en général, parce qu'après il y en a toujours un qui a envie de vendre plus que les autres, et puis qui va dire ah oui mais à toi, comme tu es un ami, machin, je te le fais à 35. Et là, ça part en vrille. Mais les accords de prix sont classiques en Chine, très classiques. Mais personne ne dit jamais rien, parce que de toute façon, avec les Chinois, on ne dit jamais rien. Pourquoi on ne dit jamais rien? Parce que les industriels ne sont pas là pour faire de la politique ou se lancer dans des procédures. Notre métier, ce n'est pas de faire des procédures qu'on sait perdues d'avance, qui vont coûter cher, etc. Notre métier, c'est de produire et livrer nos clients. Donc on sait qu'il y a des accords qui sont illégaux, puisque la Chine fait partie de l'OMC.
qu'il y a du dumping. On sait que, voilà, mais c'est pas à l'industriel de régler ce genre de problème, c'est aux politiques. Les politiques le font pas. Pourquoi ils le font pas? C'est à eux qu'il faut poser la question. Question Internet. Que pense-t-il du vrac? Le vrac, oui, pourquoi pas. Je suis pas certain que ce soit une solution. Voilà. Moi, je suis plutôt pour réduire de beaucoup les emballages, c'est-à-dire avoir des emballages adaptés, avoir peut-être des plus gros conditionnements. Toi, tu parlais de la shrinkflation, c'est ça? Donc la réduction de taille pour les... Moi, je suis pour des tablettes de chocolat à 200 grammes, par exemple. Elles sont déjà à 200 grammes les tablettes, Oui, non? maintenant, tu vas en supermarché, tu vas en trouver à 80 grammes. Les pots de yaourt, maintenant, tu peux en trouver à moins de 100 grammes. Voilà, le kilo de sucre avant, qui était vendu en kilo, maintenant, tu peux en avoir à 750 grammes, voire moins. Donc, si déjà on avait des contenants un petit peu plus gros, ça permettrait d'avoir moins d'emballage. Ensuite, l'emballage a quand même une fonction, c'est-à-dire il protège le produit, il évite les contaminations. Donc l'emballage a quand même puis aussi de l'information, c'est-à-dire que sur l'emballage, vous avez la DLC, vous avez des informations quand même pour le consommateur. C'est date limite de consommation. Exactement. Mais là, le vrac, par exemple, s'il y a un étalage pour aller acheter en gros les céréales du matin ou vos petits pois... Oui, c'est bien. Oui, si après on a son emballage et qu'on revient avec, oui, c'est bien, oui, pourquoi pas. Oui, ou la consigne peut-être. Par exemple, en Autriche, il y a un système de consigne qui existe. Pour certains produits liquides, type les boissons, type les yaourts par exemple, quand c'est vendu en pot vert, souvent vous avez une consigne. Donc c'est une chose qui est mise en place. Est-ce qu'écologiquement c'est valable? Là, je manque de données. Comment ça va en Autriche? Les prix ont augmenté, Ah oui, les salaires sont... Oui. L'énergie a explosé. De combien? La facture à la maison, elle a augmenté de combien? Il y a un bouclier tarifaire? Il n'y a pas de bouclier tarifaire? Alors, c'est difficile à dire parce qu'on paye en avance sur une... Il y a une pas bon, moi, ma facture a doublé. Là, tout récemment, mon épouse me l'a dit il y a quelques jours au téléphone, donc la facture a doublé. Mais c'est pas évident que c'est la somme qu'on va payer puisque c'est une avance. Donc peut-être que... Ce sera peut-être plus cher. Ce sera peut-être plus cher, ce sera peut-être un peu moins cher, mais quoi qu'il en soit, ça a beaucoup augmenté. Et oui, ça aura des répercussions. Et puis j'imagine que les gens vont demander les augmentations de salaire pour compenser. Et puis voilà, c'est la porte ouverte à l'inflation, quoi. Dans les supermarchés, ça a augmenté aussi en Autriche? Oui, énormément, oui. Ouais, surtout les produits les moins chers. Du genre? La farine, par exemple. La farine est passée... Alors la farine bio que nous on achetait là où on l'achetait, de 1 euro, c'est passé à 1,50 € Donc ça a pris plus de 50%. L'alimentation animale aussi augmente? L'alimentation animale augmente, oui. Alors nous, on est plutôt fournisseur d'additifs pour l'alimentation animale, mais d'additifs dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que de produits qu'on ajoute mais qui sont naturels. Du genre? Du genre des huiles essentielles, du genre des vitamines. Les huiles essentielles, c'est pas un petit peu surfait? Non, parce que ça a quand même une efficacité. Prouvé par qui? Comment? Prouvé par qui? Non, pas des études. Nous, on a des études, on a un centre d'expérimentation sur les animaux, donc on leur fait tester nos produits, on voit comment ils se comportent. L'expérimentation animale de quel type? Vous mettez de type, on met nos produits dans les gouttes, aliments pour voir comment ils se comportent. On fait des vaccins aussi, des vaccins pour les animaux, donc on teste les produits. Donc voilà, non, les huiles essentielles sont efficaces, moins efficaces qu'un antibiotique, c'est certain, mais il y a une efficacité. Ensuite, il faut savoir que les antibiotiques étaient beaucoup utilisés. Je dis étaient. Je pourrais parler au présent aussi. Enfin bon, il y a des pays où c'est encore massivement utilisé. Des pays comme le Chili, par exemple, consomment toujours 1000 tonnes par an de chlorphénicol pour le saumon. C'est un antibiotique qui est utilisé pour le saumon d'élevage. Ils produisent chaque année dans les 700 000 tonnes de saumon d'élevage au Chili. Et pour ces 700 000 tonnes, ils consomment à peu près 1000 tonnes de chlorphénicol. Voilà, donc ça ne peut pas être pour soigner les poissons malades. C'est mélangé à l'alimentation et c'est un promoteur de croissance, ce qu'on appelle un promoteur de croissance. Parce que, alors les mécanismes, on ne les connaît pas exactement, mais si tu donnes dans l'alimentation régulière des animaux un antibiotique, il va grossir plus vite. Il va prendre du poids plus rapidement. Et ces grosses promoteurs, ces promoteurs de croissance, ont un gros problème pour la multirésistance des bactéries. À force de gaver les animaux avec des antibiotiques, les bactéries deviennent multirésistantes. Et ça, c'est un gros problème. Donc, de plus en plus de molécules sont interdites. Par exemple, le Brésil a interdit, je crois, la CTC il n'y a pas longtemps. C'est quoi la CTC? La chlortétracycline. Le CTC, HCl, l'hydrochloride de chlortétracycline.
Donc c'est une molécule qui a été, je crois, interdite au Brésil tout récemment, justement pour éviter ces problèmes de résistance. Et il y a aussi des antibiotiques qui étaient autorisés avant pour les animaux, qui maintenant sont réservés aux humains. Donc c'est un problème qui commence à être pris au sérieux par les autorités, heureusement. Question Internet, j'en attrape une. L'agroécologie, vous connaissez? Pas bien, mais j'aime bien l'agro et j'aime bien l'écologie, donc je pense que c'est un truc valable. Mais bon, je ne suis pas un expert malheureusement. Vous mangez beaucoup de viande? Pas beaucoup, non. Non, même assez peu en réalité. Non, très peu. Mais par contre, on essaie de se faire plaisir quand on en prend. Alors c'est forcément de la bio, sauf quand je suis en déplacement et que je vais au resto, des fois c'est pas toujours possible. Mais ce qu'on achète nous pour notre alimentation, c'est forcément de la viande bio, assez cher, mais on en mange peu. Combien au kilo? Alors ça dépend si c'est de la volaille, ça dépend si c'est du bœuf, mais alors on va dans une boutique bio, quand on prend du foie, c'est super cher. Ça doit être 40 ou 50 euros du kilo. Enfin, c'est vraiment des prix très élevés. La volaille, c'est moins que ça. Alors, je ne sais pas, peut-être 20 euros. Ma femme serait plus précise là-dessus, mais c'est les ordres d'idées, quoi. Les insectes, c'est bien, c'est pas bien? Ça, je connais bien. Les insectes, c'est très bien. Les insectes, c'est vraiment... Vous produisez des insectes aussi? Vous avez des business dans les insectes? J'ai des très bons amis, très proches, qui ont monté la plus grosse start-up en France des insectes. C'est une très belle réussite. Je suis ami avec le fonds d'investissement qui les a aidés à se lancer. J'ai fait avec eux une tournée en Asie pour les présenter à des clients qu'on avait, donc parce qu'ils avaient des velléités de vendre ce produit en Asie. Et en fait, pour moi, c'est une très très bonne solution pour éviter la surpêche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de surpêche pour l'aquaculture, donc notamment les crevettes. Donc toutes les crevettes sont nourries avec de la farine de poisson. Les saumons, tous les poissons d'élevage sont nourris à base de farine de poisson. C'est pas plus mal, non? Non, mais bon, c'est qu'à un moment donné, à force de surpêcher, les océans se vident. La farine de poisson, ces petits poissons qu'on pêche au large du Chili, les anchois, etc., ou au large de la Thaïlande, c'est à la base de la chaîne alimentaire. C'est-à-dire que les gros poissons se nourrissent de petits poissons. Oui, c'est naturel. Voilà. Sauf que comme on a des productions extraordinaires, il faut les chasser pour eux d'une façon. Exactement. Donc il y a de la surpêche et utiliser ces protéines, ces nouvelles sources de protéines pour nourrir les poissons, l'aquaculture, etc., c'est une très bonne solution. Ouais. Et pour l'homme? Non, pour l'homme, il n'y a pas d'intérêt. Non, pour l'homme, il n'y a pas d'intérêt. Alors c'est rigolo d'en parler, ça fait des articles sympas, mais pour l'homme, non, il n'y a pas d'intérêt. Enfin, aujourd'hui, on peut se nourrir avec des produits classiques. Vous trouvez qu'il n'y a pas d'intérêt? Enfin, il y a des pays où on en consomme. Moi, quand je suis allé en Chine, à chaque fois, les fournisseurs me faisaient la blague de me faire un plat d'insectes. Alors, j'ai eu mangé de la larve d'abeille, j'ai eu mangé du scolopendre, un peu tout ça. Quand j'étais en Thaïlande, on m'a fait manger de la salade d'œufs de fourmis. Oui, ça se consomme là où c'est traditionnel. Vous allez au Laos, pareil. Au bord des routes, on vous sert des plats de grillons. Enfin, oui, ça se consomme. Voilà, mais quel goût ça a? Un goût d'huile. C'est de la friture en général, donc c'est très huileux. La larve d'abeille, c'est sûrement ce que j'ai mangé de mieux, parce que c'était assez sucré, c'était moelleux, c'était pas mauvais. Le moins bon, c'était les espèces de scolopendres, parce qu'il y avait une carapace, ça croustillait, c'était vraiment pas terrible. Mais bon, ça vaut pas une bonne viande ou un bon plat préparé ou des lasagnes. Vous n'aimiez pas le scolopendre? Non, je n'aimais pas. Non. Il avait ça scolopendre, mais c'était un genre de mille pattes, quoi. Il avait ses pattes encore ou pas? Ouais, il avait ses pattes. Ses pattes, il était tout noir, et puis voilà. Bon. Question Internet, que pense-t-il d'acheter des produits bruts et de comparer que le prix au kilo? Je comprends pas la question. Quand vous allez dans un supermarché, au lieu de regarder le prix qui est affiché en gros, il faut regarder le petit prix en bas à droite qui est marqué. Ah, mais je regarde toujours le prix au kilo, oui. Oui, tout à fait, oui. Oui, c'est ce que je fais, je regarde le prix au kilo. Le prix du produit ne m'intéresse pas, c'est le prix au kilo qui m'intéresse. C'est-à-dire il faut comparer des choses sur une base comparable. Donc n'acheter que des produits bruts et comparer que le prix au kilo. Oui, tout à fait. Et pareil, quand vous achetez un produit pas brut, il faut regarder le même référentiel. C'est-à-dire que, par exemple, de la valeur énergétique ou calorique, il faut regarder soit en kilojoules, soit en kilocalories, soit en portions, soit en grammes. Donc il faut comparer des choses comparables, toujours. Question Internet, qui est d'ailleurs peut-être un peu utopiste, mais on va la poser quand même. J'ai une question de Samy. J'ai une question. Est-il possible d'œuvrer pour un label géré par des spécialistes militants contre la mauvaise bouffe, la mauvaise alimentation et les mauvaises pratiques industrielles financées par des dons de sportifs et des personnes financièrement privilégiées? Oula, c'est
oui, enfin, c'est une question qu'on m'a souvent posée. On m'a dit, mais pourquoi tu ne fais pas ton label, etc. Alors je me suis dit, déjà, c'est extrêmement difficile de se mettre d'accord sur des critères de qualité. La qualité pour moi, ce n'est pas forcément la même que la qualité pour toi. Quels sont les critères qui pour toi sont importants? Est-ce que c'est l'éthique? Est-ce que c'est la qualité? Comment? La juste rétribution? Oui, bah, la juste rétribution. Donc après, c'est très difficile de définir de quelle qualité on parle. Sanitaire, écologique, environnementale, etc. Et si tu veux tout couvrir, ça devient quand même compliqué. Ensuite, il y a déjà beaucoup de labels, j'allais dire même beaucoup trop de labels. Moi, dans mon bouquin sur le bio, par exemple, je parlais de mon chocolat, j'achète du chocolat qui est super bon, qui est excellent, qui est bio, etc. Mais sur ma tablette, j'ai 12 labels. Entre le recyclé, le label bio, l'équitable, le biosourcé, le carton recyclé, le made in France, enfin bon bref. À un moment donné, ça devient ridicule d'avoir autant de labels. Et ils s'en créent des nouveaux tous les jours, tout le temps. Donc avoir, un petit peu comme dans Le Seigneur des Anneaux, le label qui les contrôle tous, oui, c'est une belle idée, mais techniquement c'est compliqué. Et moi j'aurais plutôt tendance à militer pour moins de labels. Tu vois, il y a le label rouge, il y a le bio, les AOC, les AOP, les faux labels, les produits élus, tu sais, produits saveurs de l'année, enfin, élus par des... C'est pas un faux label. Ça s'achète. Enfin, nous, on en achetait, c'était le marketing qui s'occupait de ça. Donc c'est des marques privées, et oui, enfin voilà. Je dis ça s'achète, il faut être élu. Enfin, Il faut être élu, forcément. Quand il n'y a qu'une catégorie et puis qu'un compétiteur, tu es assez facilement élu, quoi. Donc voilà, il faut... C'est dur ce que vous venez de dire là, quand même. Hein. Non, mais c'est... Oui, on les a pratiqués, voilà. Quand tu fais un produit qui n'est pas une nouveauté, puis comme par hasard il est élu, puis qu'il y a dans la catégorie il y a 2 produits, bon. Donc voilà, non, il y a des labels qui n'ont aucune valeur. Il y a des labels intéressants, mais il y a des labels... Tu trouves qu'il n'y a pas de valeur? Oui, non, mais ce que je dis, c'est mon opinion. Voilà, disclaimer, c'est ce que je dis n'engage que moi, et c'est une opinion, voilà, donc basée sur mon expérience et ce que je crois savoir. Question Internet. Existe-t-il toujours une production scientifique, entre guillemets, sponsorisée par l'industrie agroalimentaire visant à minorer les effets de la malbouffe? A-t-il une idée du pourcentage du chiffre d'affaires consacré? Ah, c'est très difficile, c'est très difficile. Alors déjà, la première réponse est oui. On investit toujours beaucoup d'argent dans on va dire les influenceurs ou voilà ceux qui peuvent nous aider. Donc ça peut être les scientifiques, ça peut être les médias, c'est bien sûr les lobbies, tout type d'influenceurs. Donc tous ceux qui peuvent porter la bonne parole, c'est-à-dire aller dans notre sens. Si c'est une étude scientifique qui est correcte, c'est bon. Ça dépend. On finance, quand je dis on, je dis l'industrie dans son ensemble, finance énormément d'études, parce que les chercheurs ont besoin de moyens pour travailler. Et un chercheur, s'il n'a pas d'études à faire, il ne publie pas. S'il ne publie pas, sa carrière ne progresse pas. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Donc ça, pour résumer, le chercheur a besoin d'argent pour faire des études et faire avancer sa carrière. Il faut dire merci aux industriels. Voilà, alors. donc les industriels ont de l'argent et besoin d'influencer. Donc entre l'industriel qui a de l'argent et besoin d'influencer et certains, parce qu'il y a quand même des gens très éthiques et honnêtes, il ne faut pas généraliser, et certains chercheurs qui veulent faire avancer leur carrière et qui sont à la recherche de financement, souvent il y a des accords qui se font. Ensuite, quand on finance une étude, on a quand même un droit de regard. Et il faut savoir... Pourquoi vous avez un droit de regard? Parce qu'on paye. Pourquoi tu as un droit de regard? Parce qu'on paye. Quand tu payes quelque chose, normalement, tu as droit de donner ton avis. Si l'étude ne va pas dans tes intérêts, tu ne sors pas l'étude. C'est là où je voulais en venir. C'est ma question. Oui, c'est ça. Et alors, il y a eu une étude très intéressante. Alors, je crois que je la cite. Alors, il faudrait retrouver il y a plusieurs études sur ça qui dit en gros que dans les études financées par l'industrie, elles sont en faveur de l'industrie dans, je ne sais plus, dans peut-être 80% des cas. Alors que les études purement indépendantes, le ratio est inversé. Parce que il y a plusieurs choses. Soit on ne publiera pas des études qui ne vont pas dans le bon sens, premièrement, ou alors on financera des études sur un critère qu'on sait nous être favorable. Par exemple, c'est facile, tu es fabricant de jus d'orange. D'accord? Tu sais que dans le jus d'orange, il y a de la vitamine C. Donc tu vas trouver un gars, tu vas dire, est-ce que tu peux me faire une étude sur la vitamine C et dire que peut-être la vitamine C c'est bon pour le cerveau, pour la réflexion, on est de meilleure humeur, enfin voilà, trouver quelque chose de positif par rapport à la vitamine C.
Le chercheur va dire ah oui, la vitamine C c'est intéressant, donc il va travailler, faire une étude sur la vitamine C, éventuellement de toute bonne foi. Il va publier la vitamine C, je ne sais pas moi, aide à l'érection du matin par exemple, ça peut intéresser des gens. L'industriel va récupérer l'étude et il va dire voilà, c'est pour ça. Moi, fabricant de jus d'orange riche en vitamine C, j'aide à l'érection du matin. Voilà, ça se passe comme ça. C'est magnifique. Oui, c'est ça. Mais est-ce que ça aide à l'érection du matin? Non, je sais pas, c'était un exemple pour faire rire, mais il y a des études, c'est exactement ça. Et si j'ai pris l'exemple du jus d'orange, vous la retrouverez peut-être, c'est pas anodin. Les principes de précaution sanitaire. Oui. Est-ce que ça décime l'agriculture française, l'aviculture française? Est-ce que tu as des infos, pas d'infos? Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Non, ce qui décime l'industrie française, c'est les charges, c'est les impôts, c'est les taxes, c'est pas du tout les règlements. Les règlements sont européens aujourd'hui. En France, on a les mêmes règlements qu'ailleurs. Donc non, c'est pas la surréglementation. Alors, il est possible qu'en France, on la fasse appliquer avec plus de rigueur qu'ailleurs. C'est possible, c'est probable. Mais non, si on n'est pas compétitif en France, c'est parce que les charges sont trop élevées. Quand je dis charges plus taxes, enfin tous les prélèvements obligatoires. Des cotisations? Oui, cotisations, charges et autres. Redistribution, imposition, taxes, etc. Question Internet. Quel est, selon vous, le plus gros problème de santé publique lié à l'alimentation? Pesticides, point d'interrogation. Trop gras, virgule sucré, point d'interrogation. Aujourd'hui, ça reste encore le déséquilibre nutritionnel, d'après les données que nous avons. Aujourd'hui, les gros problèmes et les gros problèmes à venir, ça va être diabète et diabète de type 2. Donc on soupçonne très fortement le fructose. Donc le fructose, c'est un vrai problème. Ça reste qu'une suspicion. C'est difficile de mettre en cause un produit particulier. Parce que quand vous mangez pas que du fructose. Quand on fait un test sur des animaux, on peut leur donner, ou des souris, on peut leur donner à manger que du fructose et voir ce que ça fait. Un humain, non. On ne peut pas lui dire tu mangeras que du fructose pendant 6 mois. Donc c'est très difficile de se dire, quand tu as des problèmes alimentaires, par exemple, quel est l'aliment ou le groupe d'aliments qui cause ces problèmes? Est-ce que c'est le fructose? Est-ce que c'est d'autres choses? Est-ce que c'est le fructose associé à autre chose, etc. Mais on sait quand même que plus on consomme de fructose notamment, et de sucre, plus on a de chances d'avoir des diabètes de type 2 et de la NASH, par exemple. Donc là, c'est la stéatose hépatique non alcoolique. La cirrhose. C'est une cirrhose qui n'est pas liée à l'alcool. Et c'est drôle parce que... C'est drôle. C'est drôle. c'est comment dire... Non, drôle, il faut oublier. C'est surprenant quand on sait qu'en France, la consommation d'alcool a été divisée par 2 en 50 ans et que les cirrhoses ont explosé, ont été multipliées par 2 ou 3. Les chiffres, ils viennent d'où? De NASH, la maladie de la malbouffe, du docteur Dominique Lannes. Un livre que je recommande fortement. Les recommandations de livres, c'est après. Ah, mais c'est toi qui me poses la question. Question Internet. Des études sont-elles en cours pour établir un rapport entre nourriture industrielle et Alzheimer? C'est fort possible. Alors, il faut savoir qu'en France, et ça a été mis en place, je crois, alors c'est à vérifier, mais je crois par Roselyne Bachelot, qui a mis en place, alors pas seul, mais bon, la cohorte Nutrinet Santé. Nutrinet, voilà, Nutrinet Santé, je crois le terme exact. Et en fait, c'est un suivi sur une très longue période d'une population importante des habitudes de consommation. Donc je crois qu'aujourd'hui, l'objectif c'était d'atteindre 500 000 personnes, et je crois qu'aujourd'hui on est à plus de 200 000 personnes, qu'on suit sur des années, et on voit comment cette population, enfin ce qu'elle mange, et comment sa santé évolue. Et donc, il y a déjà eu de très bons résultats où on s'est aperçu que si on consommait 10% de plus de nourriture ultra transformée, on avait 10% de cancer en plus. Donc, cette étude Nutrinet Santé, qui est française, qui est une très belle initiative, qui donne des résultats, donc c'est géré par l'INSERM, le CNAM, le Paris 13, enfin il y a tout un ensemble d'organismes scientifiques qui suivent ça, donc c'est vraiment des traitements de données à grosse échelle, donnent de bons résultats. Et je pense qu'effectivement, ils pourront avoir des données suffisantes sur ce type de maladie, Alzheimer et autres. Que pense-t-il du circuit court et qui se passe des intermédiaires, ainsi que la possibilité des villes autosuffisantes? Alors c'est très bien, le circuit court. Donc je pense que si on est en direct, si on évite les intermédiaires, ça permet de mieux rémunérer les producteurs, donc c'est très bien. Si les gens peuvent mieux vivre de leur travail, c'est parfait. Les villes autosuffisantes, ça me paraît compliqué. Alors nous, on avait beaucoup investi, notamment à Singapour, dans le vertical farming. Les fermes verticales. Voilà, c'est ça.
Parce que là-bas, en gros, si vous investissez dans une ferme verticale, le gouvernement vous en rembourse la moitié ou un truc comme ça. Donc il y a vraiment une grosse incitation dans ce type d'industrie. Parce que comme je te disais, Singapour n'est pas autosuffisant, loin de là. Et il n'y a plus de ferme à Singapour. Il y a une seule ferme, et je crois que c'est des chèvres, ils font un peu de lait de chèvre. C'est juste pour le folklore. Ils n'ont plus de porc, ils ont un petit peu de pisciculture, mais c'est tout. Et donc ils font des œufs également. Mais c'est tout, voilà. Ils n'ont pas de vaches, pas de cochons, pas de basse-cour. Et donc, ils promeuvent l'agriculture verticale, la biotechnologie, les viandes, les nouvelles types les ersatz de viande, voilà, je ne sais pas comment les qualifier, tous ces produits un petit peu de génie génétique, de cellules souches, etc., de manière à être beaucoup plus autosuffisant. Personnellement, ce n'est pas ma conception de la bonne nourriture, hein, c'est-à-dire que des salades qui poussent dans des containers éclairés par de la lumière artificielle, qui sont hors sol et qui sont dans une solution hydroponique, ça ne me fait pas rêver. Après, pour des pays comme Singapour, pour être plus indépendant, je comprends. Bon, en France, on a beaucoup de terres agricoles, on a du terroir, on a du savoir-faire. On a des sols épuisés, on a des sols contaminés. Mais les sols, on peut bien les traiter, on peut les régénérer, on peut revenir en arrière. Qu'est-ce que tu penses des fermes chinoises à porc là, qui font 15-20 étages? Même plus, peut-être, non ? C'est l'industrialisation du porc, c'est le... Conditions d'élevage, l'industriel, il s'en préoccupe ou pas du tout? Du moment que lui, il a sa protéine à tel tarif, il n'en a rien à faire des conditions d'élevage. Le Chinois, il n'est pas forcément informé de tout ça, il se renseigne pas trop. Ce que lui veut surtout, c'est de la sécurité sanitaire, c'est-à-dire pas être empoisonné, pas être malade. Comme nous, non? Un peu comme nous, mais nous, on a quand même l'image du terroir, de bien rémunérer le producteur. On n'accepte pas les fermes à grande échelle. On a beaucoup, on a critiqué à une époque la ferme de 1000 vaches, mais en Chine, la plus grosse ferme, elle en fait 100 000. C'est la ferme, alors le nom est difficile à dire, je crois que c'est Shihuajiang. Donc c'est de la ferme de Shihuajiang dans la ville de Shihuajiang. Donc cette ferme, elle fait 100 000 vaches. Donc c'est vraiment un truc énorme. On a des fermes de 45 000 vaches aux États-Unis, comme la Oak Farm. On a des fermes de plusieurs milliers de vaches, c'est assez commun. Et ensuite en Chine, alors maintenant la grande mode, oui, c'est de faire des usines à viande, des usines à porc. En fait, ça ressemble à un HLM. Ça permet de produire beaucoup. Ça ressemble à un HLM. Oui, non, mais c'est vrai, ça ressemble à une barre d'immeuble. Voilà. Voilà, oui, c'est un abus de langage, mais il n'y a pas de notion ni péjorative ou autre dans ma bouche. Donc une cage à lapin, c'est ça? Une cage à cochon. Une cage à cochon. Voilà. Et effectivement, alors j'en discutais avec un Chinois qui me disait, voilà, donc notre dernière installation, il va y avoir 84 000 truies qui vont produire chaque année X porcelets, alors je ne sais plus si c'est 18 ou 36, et on va faire, je crois, 1,2 million de porcelets par an, voilà, dans une usine. Et il me disait que son usine et son groupe, son groupe devrait produire autant de porc que le Danemark, qui est un des pays les plus gros producteurs de porc au monde. Mais dans leur logique à eux, ils sont 1,4 milliard, je crois. Leur cheptel a été dévasté par l'AFS, l'African Swine Fever, donc la fièvre porcine africaine. Ils ont perdu 50% du cheptel en un rien de temps. Et ils considèrent que ce genre d'installation, ils peuvent la sécuriser, ils peuvent empêcher le virus d'entrer. Donc c'est une usine, il n'y a rien qui fait rêver, les cochons ils ne voient jamais la lumière du jour, ils ne sont jamais sur le sol, ils sont toujours dans des cages en béton, etc. etc. Donc c'est vraiment le pire de la maltraitance animale. Mais c'est sécurisé. Et en termes de rendement, c'est-à-dire de ce qu'on appelle le feed conversion ratio, donc comment on appelle ça, le ratio de conversion alimentaire, c'est ce qu'il y a de meilleur. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez faire 1 kg de cochon en consommant peut-être 3 kg de nourriture, 3,5 kg de nourriture. Vous pouvez faire 1 kg de volaille en consommant moins de 2 kg de nourriture. Donc en termes... Vous voyez, quand je dis que c'est jamais ou tout noir ou tout blanc, c'est-à-dire qu'on peut y trouver beaucoup d'inconvénients et on peut y trouver aussi quelques avantages. Question Internet. Vaut-il mieux acheter au fermier du non-bio ou acheter en grande surface du bio? La grande surface, elle s'approvisionne chez les fermiers, j'imagine. Donc, si vous allez en grande surface et que vous achetez du bio, quelque part, vous ferez vivre un fermier. Donc,
Le fermier local, il peut aussi livrer le mine, enfin le marché d'intérêt national, qui va livrer des grossistes, qui va livrer les grandes surfaces. Moi, j'étais industriel de la salade, par exemple, donc j'achetais à des gros producteurs, à des gros fermiers, qui pouvaient travailler correctement, si le cahier des charges était correct. Donc, au supermarché, on n'a pas forcément des mauvais produits, c'est ça que je veux dire. Non, dans les supermarchés, il y a des bons produits quand même. Moi, Il y a j'ai la chance il y a des bons produits, on peut trouver du local aussi. Il y a des supermarchés qui s'approvisionnent aussi localement. J'ai la chance d'avoir le vaisseau amiral d'une grande marque de supermarché juste à côté de chez moi. Ouais. Et je peux vous dire, c'est une super carte de visite pour la France. Sauf que bon, il n'y a pas un seul touriste dedans. Mais Oui, mais il peut y avoir de très bons produits, bien sûr. il y a des produits extraordinaires. Sur le pinard, je ne sais pas comment ils font, mais ils ont... Oui, sur le pinard, sur le fromage, sur la viande. Il y a plein de produits comme ça, de la viande, oui, on peut... Limite, de meilleure qualité que le boucher du coin. Ouais. Hein. Mais quand je compare, par exemple, les supermarchés français aux supermarchés autrichiens ou allemands, la bouffe, la nourriture en France est quand même globalement de bien meilleure qualité. Donc en France, on a encore quelque part de la chance. Et on peut trouver des bons produits si on le souhaite. En Autriche et en Allemagne, c'est plus difficile. L'effort à fournir est plus important. Question Internet. En termes de consommation mondiale, pouvons-nous dire que nous sommes trop nombreux ou plutôt que nous ne savons pas produire de manière appropriée ? Aujourd'hui, on produit suffisamment pour tout le monde. Hein. Il faut dire ça en Afrique. Hein. On produit suffisamment pour tout le monde. C'est pas pour ça que tout le monde a ce qu'il lui faut. Donc c'est mal réparti. Aujourd'hui, on estime de mémoire, alors il faudrait voir les derniers chiffres de l'OMS, mais je crois qu'il y a à peu près 800 millions de personnes qui ne mangent pas correctement, qui ne sont pas ce qu'ils appellent en situation de sécurité alimentaire, qui n'ont pas la sécurité alimentaire, à peu près 800 millions de personnes. Et ça va probablement augmenter avec la crise actuelle. Mais des personnes qui mangent trop, on doit être à 1,5 milliard ou 2 milliards. Donc il y a d'un côté des gens qui mangent beaucoup trop en termes de calories, souvent mal, très mal. Et puis vous avez effectivement 800 millions de personnes qui mangent mal. Et vous avez aujourd'hui peut-être, alors ça dépend des estimations, ça dépend des études, mais on estime que jusqu'à un quart de la production est perdue. Donc il y a un gaspillage phénoménal. Donc aujourd'hui, on ne manque pas de surface, on ne manque pas de quantité, mais c'est mal distribué et il y a beaucoup de gens qui malheureusement ne peuvent pas se payer la nourriture disponible. Question Internet. Avec le nombre croissant de suicides chez les agriculteurs, les industriels doivent-ils prendre leur part de responsabilité ? Entre parenthèses, en plus de la politique. C'est un problème compliqué, oui, certainement. Après, quel est le juste prix ? Combien il faudrait payer réellement pour que le producteur soit bien rémunéré ? Alors, on parle beaucoup de la marque C'est qui le patron qui donne un peu plus d'argent aux producteurs. Donc, à voir. Oui, probablement que les industriels ont une responsabilité partagée avec les pouvoirs publics, partagée avec les distributeurs, partagée aussi avec les consommateurs qui beaucoup cherchent les bas prix absolument. Le prix reste quand même le premier critère d'achat aujourd'hui. Quand on interroge les consommateurs, quels sont vos critères d'achat ? Le prix, ça reste le numéro 1. Donc, si on ne veut pas payer, ou si beaucoup de gens ne veulent pas payer, est-ce que le premier responsable, ce n'est pas au départ le consommateur ? Donc oui, c'est une responsabilité de l'industriel, mais c'est une responsabilité partagée. Donc voilà, aujourd'hui, on n'a jamais aussi peu payé pour son alimentation. C'est vrai. Voilà. Question Internet, son avis sur... Ouais, on n'a jamais... Bon, passons, c'est un commentaire personnel on va s'en passer. Son avis sur les coopératives et sur la décroissance. Alors, les coopératives... Alors, il y a coopératives et coopératives. Hein. Ça, il faut faire très attention. Je suis très ami avec les fondateurs d'une coopérative que j'adore. Alors ça, c'est une initiative belge en plus, mais voilà, qui s'appelle Paysans-Artisans. Ils ont un site internet, c'est des gens super, c'est des gens motivés. Et je pense que des initiatives comme ça devraient être multipliées partout, en Belgique, en France, enfin partout. Ils soutiennent les producteurs, ils transforment, ils distribuent, et en plus de ça, il y a une vie associative. Donc ils invitent des gens intéressants à faire des conférences, ça a été mon cas. C'est comme ça que je les ai connus. Et ils font des projections, ils font des débats, ils mettent des produits en avant, ils soutiennent des producteurs. Il y a du lien social, il y a de la réflexion, il y a de l'intelligence, il y a du partage, il y a de la solidarité. Donc ce type de coopérative, oui, 1000 fois oui. Je vais te demander de lire ça et ensuite de me lire une page dedans. Me dis pas que t'as pas tes lunettes. Hein. Bah, c'est ce que j'allais dire. Enfin, je vais essayer. Donc de te lire ça. On sent la vieillerie quand même. Hein. Ah oui, non, mais c'est sûr. Hein.
Même si je fais attention à ce que je mange, ça se dégrade malgré tout. Hein. Alors, malgré l'évolution des mentalités et de certaines législations, la bataille contre la malbouffe n'est pas gagnée. 7 ans après son best-seller, Vous êtes fou d'avaler ça, excellent livre que je recommande, Christophe Brusset propose son enquête la plus aboutie et dénonce, preuve à l'appui, ça c'est important, et avec sa verve, hein, l'insidieuse contre-attaque de l'industrie de la malbouffe. Lobbyisme forcené, contournement des règlements, intimidation des lanceurs d'alerte, harcèlement judiciaire. Les champions de la junk food continuent de défendre sans scrupule leur modèle économique délétère. Trop de produits de leaders de l'industrie agroalimentaire sont nocifs pour la santé. Ultra transformés, trop sucrés et ou trop salés, contaminés par des polluants ou des molécules toxiques ajoutées, déséquilibrés et vides de nutriments. Tu veux que je continue ? Tu ouvres le bouquin. Quelle page ? Et tu choisis. Tu le fais au hasard. Alors au hasard, pouf. Vas-y, dis-moi juste un passage. C'est écrit trop petit. Alors, ça commence un peu de manière abrupte, hein, et je mets « Et les paysans ne sont pas les seuls à avoir été trahis. Après 9 mois de débats parlementaires, le Conseil constitutionnel... » Alors là, je parle de mémoire de la loi Egalim, donc de 2018, hein, si je me souviens bien, où en fait on avait eu un certain nombre d'articles, et le Conseil constitutionnel, donc constitué de 9 membres non élus, a censuré un quart des articles, notamment certains concernant la protection de l'environnement ou l'étiquetage de l'origine du miel. Donc je parle de ça parce que le miel, c'est un sujet que je connais bien et sur lequel je suis très sensible. Est-ce que ce bouquin, il a été relu par un avocat, un juriste, un éditeur ? Là, mais beaucoup plus que ça. Alors, sachant, vu les lettres de menaces d'avocats que je reçois, les coups de fil incendiaires, les communiqués, je m'autocensure. J'essaie de ne pas le faire, mais malheureusement, je le fais parce que de toute façon, je sais que mon éditeur le fera ensuite. Pour ce livre-là, pas cher dans toutes les bonnes crèmeries, je me suis autocensuré, je dois l'avouer. Mon épouse m'a relu après, parce qu'elle m'a dit « je te fais pas confiance, tu parles trop ». Donc elle m'a relu, elle m'a recensuré. Mon éditeur m'a censuré, parce qu'il m'a dit « ça tu peux pas le dire, ça tu peux pas, ça là ». Et ensuite on l'a fait lire à un avocat spécialisé, pour vraiment blinder. Et malgré ces 3 relectures et ces censures successives, on a encore dû faire 75 modifications. 75 sur un livre de 200 pages, de 300 pages. Donc voilà, c'est le genre de choses qui me met hors de moi, quoi. On peut plus rien, même les choses vraies. Le dénigrement, alors quand même, pour parler du dénigrement, c'est que... On parle du dénigrement, mais on donne pas de... Ah non, on donne pas, mais juste dans le principe. Le dénigrement, c'est un dévoiement d'une loi qui doit protéger les industriels contre la concurrence déloyale. Donc c'est dans le code du commerce. Vous êtes un commerçant ou un industriel, vous ne pouvez pas dénigrer votre concurrent en disant par exemple « mon produit à moi, il est meilleur que le sien c'est merdique ». Donc ça on n'a pas le droit et ça se comprend. Par contre, les industriels ont trouvé malin d'utiliser cette loi contre les lanceurs d'alerte ou contre les associations, les ONG, etc. En disant voilà, ces gens-là n'ont pas le droit de dire du mal de mon produit. Et ils n'ont pas le droit même si c'est vrai. C'est ça qui est fou. Même si c'est vrai, je ne peux pas dire qu'un produit est merdique. C'est pas possible. On peut m'attaquer pour dénigrement et je peux être condamné pour ça. Et si je te laisse le faire, je peux être aussi attaqué. Oui, mais moi je fais. Et en plus, ce qui est fou, c'est que j'ai pas l'intention de dénigrer. Je veux dénigrer personne. C'est pas productif. Dénigrer, c'est idiot. Ça sert à rien. Ça apporte rien au débat. Donc je dénigre pas par principe. Et en plus, moi j'ai beaucoup d'affection pour les industriels. Je sais d'où je viens. Je m'en rappelle. Je sais que souvent, mes collègues font des choses et ils sont malheureux de les faire. Donc, j'ai aucune envie de dénigrer. C'est pas du tout mon but. Mais la dernière fois, le dernier courrier d'avocat que j'ai reçu, c'était pour des tests sur des épices. J'ai parfaitement vu que les épices que j'ai testées, beaucoup étaient fraudées. Juste en les voyant, en les goûtant par rapport à l'expérience. J'ai 10 ans d'expérience dans les épices, donc je sais reconnaître une épice qui est bizarre. Qui est bizarre. Voilà, quand je la vois, il y a des indices qui me permettent de dire cette épice est bizarre. Et en plus, toutes les épices que j'avais regardées ont été testées et analysées scientifiquement pour vérifier ce que je pouvais dire. Et la personne qui les a analysées, qui est un expert judiciaire, avec les machines qui vont bien, avec l'expertise qui va bien, m'a dit, je l'ai appelé après, je lui ai dit, bon voilà, l'épice que j'ai testée, j'ai reçu un courrier d'avocat, qu'est-ce que tu peux m'en dire ? Je ne le savais même pas. Il m'a dit, voilà, je t'envoie le rapport. Et il m'a dit, oui, elle n'est pas clean. Elle n'est pas clean. Il ne m'a pas dit, elle est fraudée. Il m'a dit, c'est pas à moi de le dire, c'est au juge.
Je ne peux pas dire qu'elle est fraudée, mais elle n'est pas clean. Et elle m'a dit, voilà, il y a voilà, ça qui ne va pas, ça qui ne va pas, ça qui ne va pas. Et ce que j'avais dit dans mon expertise, dans mon évaluation visuelle et organoleptique, il me l'a confirmé par ses analyses. Question Internet. Que pensez-vous des algues, entre parenthèses, ou plutôt le légume de la mer, pour nourrir les hommes et les bêtes? Les algues, on en fait beaucoup en Bretagne. Hein. On en a même plus qu'on en voudrait. Donc, on fait des cochons aussi en Bretagne, non? On en fait beaucoup. On en fait même la moitié du cheptel français est en Bretagne. 7% du territoire à 50% des ports français. Donc, c'est pour ça que ça pose problème. Donc, ce que je pense des algues, oui, c'est des bons produits. C'est un végétal. C'est bon pour les véganes, j'imagine. C'est riche en iode. C'est plein de bons produits. Donc, oui, les véganes, c'est bien. Ensuite, en Asie, donc moi j'y ai passé beaucoup de temps. Les algues là-bas sont très populaires. Hein, en snack, on a souvent des algues. Donc voilà, les Japonais en consomment énormément. Donc oui, c'est un bon produit. Oui. Ah oui, la laitue de mer, ce genre de choses. Les ulves sont des bons produits. Est-ce que tu as un sujet que tu souhaiterais aborder avec nous? Il y en a énormément. Alors juste un. Justin, je sais pas, non, on parlait de la Bretagne, on parlait des lanceurs d'alerte, on parlait des menaces, on parlait de mon amie Yasmine, on pourrait parler d'Inès Leroux aussi. Il y a tellement de sujets intéressants, des lanceurs d'alerte, on pourrait... la démocratie, la liberté, ça c'est intéressant aussi, c'est en lien avec ça justement, c'est un sujet, ouais, ça on pourrait en parler effectivement. En France, moi je m'inquiète beaucoup, tu vois, je pensais pas qu'en France, je doive me censurer au point où je me censure aujourd'hui. Je pensais que dans l'intérêt du public, on pourrait dire des choses. Si tu ne censurais pas, il y aurait une révolution. Oui, mais je pense que des choses pourraient être dites. Quand je vois comment sont traités les gilets jaunes, ça m'horrifie. Quand je vois qu'on trouve pas de moyens pour sécuriser certains quartiers, pour l'hôpital, pour la sécurité publique, pour les contrôles, la DGCRF, etc. Mais que quand il y a des gilets jaunes, il y a plus de policiers que de gilets jaunes, je me pose beaucoup de questions quand même. Donc quand le pouvoir est menacé, il sait se protéger. Quand l'industrie est menacée, on sait la protéger. Mais l'intérêt des citoyens, non. Quand les gens veulent participer à la démocratie, c'est suspect, ça pose problème. Donc voilà, apparemment, en tant que citoyen, on est juste bon à désigner son maître parmi un choix très restreint. Ou son bourreau. Oui, ou son bourreau, enfin bon, voilà. Et c'est pour ça que malheureusement, la plupart des gens aujourd'hui, ils n'y croient plus, quoi. Ils n'y croient plus parce qu'ils se rendent bien compte que ça ne sert pas à grand-chose. Et c'est ça qui est triste. Et d'un côté, c'est triste, mais d'un autre côté, quand j'en parle à Maxime Renaï, que tu connais, ça le met en colère. Et puis il se dit, ouais, il faut qu'on fasse quelque chose, et on appellera un tel, et on fera ça. Et puis je connais un collectif, et puis voilà. Et heureusement, il y a des gens comme ça qui se bougent les fesses. Est-ce que tu as 3 livres à conseiller à notre communauté? Oui. Alors justement, j'ai lu beaucoup de bouquins pour préparer celui-là. Donc on a parlé de NASH, donc NASH, la maladie de la malbouffe, du docteur Dominique Lannes, qui est un livre super facile à lire, extrêmement intéressant, quelqu'un qui connaît son sujet, qui sait de quoi il parle, qui est très intéressant. C'est pas du tout un livre rébarbatif, donc vraiment je le conseille. Il se lit très bien, très facilement, il a plein d'anecdotes, plein d'exemples, donc vraiment un très très bon livre. Un autre livre que j'ai beaucoup aimé, alors il s'appelle Cochonnerie, au pluriel. C'est bon la cochonnerie, non? Oui, c'est pas forcément ce que tu penses, donc c'est Cochonnerie. Alors le sous-titre c'est Cochonnerie, comment les charcuteries ou la charcuterie est devenue un poison. Donc il raconte que en fait... pas toute la charcuterie... C'est le titre, donc là c'est le sous-titre, c'est comment là où les charcuteries sont devenues un poison. Et il explique comment, en fait, avant les années 60, les nitrates, nitrites n'étaient pas autorisés dans les charcuteries. Donc on nous dit aujourd'hui, on veut nous faire croire que les nitrates, nitrites, c'est utilisé depuis l'Égypte antique, que sans nitrates, nitrites, on ne peut pas faire de charcuterie. Donc il nous explique que c'est complètement faux. Il nous explique que le jambon de Parme, par exemple, depuis des dizaines d'années, il est fait sans nitrates et nitrites. Donc voilà, la charcuterie, on peut parfaitement en faire sans additifs. Donc voilà, alors l'auteur c'est Guillaume, je ne sais pas si c'est pas Guillaume Coudray, mais là il faudrait vérifier, enfin voilà. Pareil, c'est facile à lire, peut-être moins facile que le premier, mais enfin bon, pareil, très argumenté, très, voilà. Un livre, une BD, alors là c'est pareil, c'est super facile à lire, c'est d'Inès Leroux, donc c'est sa fameuse histoire sur les algues vertes. Donc pareil, c'est un succès de librairie, mais il y a une vraie problématique derrière, c'est sourcé, c'est intéressant, ça se lit facilement parce que c'est une BD. Donc voilà, donc ça s'appelle alors
Les algues vertes, je crois que c'est l'enquête interdite, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Voilà, d'Inès Leroux. Donc pareil, ça c'est un livre que j'ai dévoré. Voilà, c'est vraiment les 3 livres qui m'ont marqué parmi la vingtaine que j'ai lus pour l'enquête. Guillaume Coudray, comment la charcuterie est devenue un poison. Voilà, c'est un livre peut-être ancien, mais qui n'a pas perdu de sa pertinence. Juste une question sur le développement durable. Développement durable. Oui, c'est un impératif, de toute façon, il faudra qu'on y arrive. Ça, l'industrie, par contre, s'est emparée du problème. Contrainte et forcée aussi, parce que les réglementations, tu vois, quand les réglementations sont bien faites et qu'elles incitent, à ce moment-là, donc ça se met en œuvre. Donc les industriels aujourd'hui font leur bilan carbone, regardent ce qu'ils consomment, on regarde les transports qui peuvent être les moins polluants, le maritime, on essaie de voir si on peut trouver des sources plus proches, essayer de relocaliser certaines productions pour la sécurité et pour le bilan carbone. Donc les industriels travaillent beaucoup là-dessus. On sait aussi que ça va être une contrainte de plus en plus législative, de plus en plus importante, donc on s'y prépare. Est-ce que tu as un conseil pour les jeunes générations, une bouteille à la mer, quelque chose d'impérissable? Alors là, ça par contre, j'y ai pas réfléchi. Écoute, moi je pense qu'il faut écouter ses rêves et puis essayer de les réaliser, quoi. Parce qu'on n'a qu'une vie, elle est relativement courte. Et plus je vieillis, plus j'approche de l'échéance et plus je me dis qu'effectivement, il ne faut pas s'embêter, quoi. Je sortirai de ce monde où l'action n'est pas sœur du rêve. Oui, et puis il ne faut pas hésiter à prendre des risques et que voilà. Donc là, il y a des gens qui ont beaucoup souffert, hein. Je pense à Yasmine, justement, Yasmine Motargemi. Elle a eu 10 ans de procédure, elle a dépensé des centaines de milliers d'euros en procédure, elle a été vraiment calomniée, bâchée, etc. Malheureusement pour elle, ça a été un des premiers lanceurs d'alerte, hein. Donc toujours les premiers qui s'exposent sont ceux qui s'en prennent plein la gueule. Pareil pour comment elle s'appelle, pour Stéphanie Gibaud. Elle a été. On lui passe le bonjour d'ailleurs. Voilà, pareil, elle s'en est pris plein les dents. Donc je l'ai contactée. Avec Alexandre, on lui a assuré de notre soutien. On a essayé de voir avec elle comment on pouvait l'aider, la soutenir. Voilà, enfin, on essaie vraiment de se fédérer entre nous parce que, alors, une chose, j'ai écrit aux défenseurs des droits pour, alors, soi-disant. Enfin, on nous dit que tout est fait aujourd'hui pour défendre les lanceurs d'alerte. Il y a même donc il y a toute une communication. Il y a les syndicats, des ONG qui font l'hôtel des lanceurs d'alerte, le refuge des lanceurs. Enfin, je sais plus trop quoi. Enfin bref, ces gens-là, je les ai jamais vus, j'ai jamais entendu parler. Soi-disant, il y a une loi pour protéger les lanceurs d'alerte. Alors aujourd'hui, il y a une seule personne, et c'est Stéphanie Gibaud qui a été reconnue officiellement comme lanceur d'alerte. Moi, je me suis amusé à écrire aux défenseurs des droits en disant voilà, j'aimerais bien être reconnu comme lanceur d'alerte. On m'a répondu au bout de je ne sais plus combien de semaines en me disant voilà, il faut le prouver, prouve-le en fonction des articles 6, 12, 42 du code de je ne sais pas quoi, que machin, envoie-nous les preuves comme quoi tu es vraiment un lanceur d'alerte, que tu as bien respecté les procédures. Sous un mois, sinon ton dossier sera passé à la déchiqueteuse. Donc voilà, ça m'a bien fait, c'est une réponse à laquelle je m'attendais, mais ça m'a bien fait comprendre et ça m'a confirmé que, et ce qu'on pense tous, hein, c'est-à-dire voilà, les quelques personnes avec qui j'en ai parlé, avec qui on échange, que oui, il y a une grosse propagande en faisant croire qu'on défend les lanceurs d'alerte, mais en fait non, on les laisse se faire massacrer. Et le cas de Stéphanie est intéressant puisque elle a été reconnue officiellement par le défenseur des droits comme une lanceur d'alerte, c'est la première. Une lanceuse, non? Une lanceuse, oui, tout à fait, comme une lanceuse d'alerte, c'est la première. Et malgré tout, le ministère des Finances, qui quand même récupéré 5 milliards grâce à elle, au moins 5 milliards d'euros grâce à elle, refuse de l'indemniser. Est prêt à aller en procédure et refuse de lui filer le moindre copec. C'est peut-être pour ça que Bruno Le Maire veut pas venir nous voir. Je sais pas. Je risquerais de lui poser trop de questions. Ouais, il y aurait effectivement des choses à dire. Je suis désolé, je vais quand même t'en poser une dernière qui vient d'Internet. Ne regarde pas ta montre, s'il te plaît. Quel ratio calories énergétiques consommées sur calories alimentaires produites pour le bio, le conventionnel, l'agroécologique? Ouh là là. J'ai déjà du mal à comprendre la question. Quel ratio calories consommées par rapport à calories produites? Quel ratio calories? Alors, je vais la retransformer pour la rendre plus bitable. Ouais, mais je comprends. En gros, c'est ce qu'on récupère. Quel ratio de calories fossiles pour la calorie assimilée? Pour le bio, le conventionnel, l'agroécologie? C'est peut-être pas ça l'essence de la question. Ouais, mais je comprends. En gros, c'est... Est-ce que c'est plus polluant de produire conventionnel, de produire bio, de produire agroécologie? C'est vrai que les modes de production qui sont à plus forte productivité, je pense par exemple à la permaculture,
Il y a des petites surfaces avec beaucoup de main-d'œuvre, etc., ont une bonne productivité et je pense un meilleur bilan carbone. Alors, je ne suis pas un expert de ces productions-là, il faudrait voir. Après, ça dépend aussi des types de production, ça dépend donc, du produit, du climat, du sol. Il faudrait voir. Et il faut aussi bien qu'on prenne en compte l'ensemble. Tu vois, par exemple, pour produire des engrais chimiques, donc pour prendre en compte le vrai impact carbone du conventionnel, il faut remonter toute la chaîne. C'est-à-dire combien ça coûte de carbone pour produire de l'engrais chimique, combien ça coûte de carbone pour faire des pesticides. Il faut voir aussi qu'est-ce qu'on importe, qu'est-ce qu'on exporte. Tu vois, tu parlais du CETA par exemple. Moi, enfin, je comprends pas ce genre de... Non, pour moi, il n'y a aucun intérêt dans ces trucs. Tout premier achat que j'ai fait dans ma carrière d'acheteur, c'est d'acheter un container de haricots rouges du Canada. C'est le premier achat que j'ai fait. C'était en 94, 95, je sais plus. Et tu t'en rappelles comme si c'était hier? Oui, oui. Ouais, je me rappelle parce que c'était un métier moi, je voulais être acheteur, ça me faisait rêver. Donc... Et je me rappelle, le gars m'avait dit, tu parles couramment anglais, bien sûr. For sure, my friend. Alors, j'y avais dit, bah, bien sûr. Et j'avais, comme tout étudiant à l'époque, un niveau en anglais déplorable. Et bah, il m'a dit, bah, c'est bien, alors, bah, je te laisse négocier avec le Canadien. Et il m'a passé le téléphone. Et c'est à ce moment-là que s'est joué mon futur, quoi. Il était québécois. Non, il était du Manitoba, je crois, et il parlait. Ils sont sympas dans le Manitoba. Oui, non, les Canadiens sont super sympas, très très sympas. Non, j'ai de très bons potes là-bas, donc ils sont très très sympas. Et ce que je veux dire, c'est que le fait qu'il n'y ait pas de CETA ne m'a jamais empêché d'acheter au Canada de la lentille. C'est le plus gros producteur mondial de lentilles, c'est le plus gros producteur mondial de légumineuses, de pois, de haricots. Donc, j'ai jamais eu aucun problème pour acheter du Canada. Enfin, je ne vois pas pourquoi il y aurait besoin d'un accord supplémentaire. Ensuite, ce qui est drôle, c'est toujours pareil, c'est pas le bon terme, mais ce qui est surprenant, c'est que ça coûte beaucoup moins cher d'acheter un produit au Canada comme de la lentille et de la faire livrer en France que d'acheter de la lentille française en France. Elle coûtera moins cher, parce qu'au Canada, ils ont des grandes surfaces, il y a de la chimie, ils ont beaucoup moins de normes, et voilà. Donc personnellement, je suis extrêmement hostile à ces accords. Pour moi, le producteur français a tout à y perdre. Christophe Brusset, merci. Merci à vous. Merci beaucoup.